Donc les Cascodeurs Podcast, épisode 327. On est le 320. combien? On est le Le vendredi 13 13. juin. Vendredi 13, justement. Vendredi 13 juin 2025. Je vais lancer le générique, puis ça se passera bien. Il faut danser, hein, Antonio Katia, hein, vous l'avez oublié. Hein. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs, épisode 327. Nous sommes aux portes de l'été, littéralement, puisque dans moins de 10 jours maintenant, c'est l'été. Et on a un petit peu de chaleur, mais surtout, on a le retour des filles et des fils prodigues, Katia et Antonio. Ceux qui ont les cheveux les plus longs. Ouais, c'est vrai, les cheveux les plus longs. Donc Arnaud a dû laisser sa place. On a tiré à la courte paille de la longueur des cheveux et il a perdu. Bah écoutez, ça fait plaisir d'être là. Les autres fois, pour XY, j'étais pas là. Ça veut pas dire que j'ai rien suivi, mais j'ai à peu près rien suivi. Mais ça veut pas dire que tu nous aimes plus. Je l'ai fait, mais il n'y a pas de raison. C'est ça. Voilà. J'ai rien fait, mais c'est aucun rapport. Moi, Oui. je l'ai dit à l'épisode live de Devox, j'ai pas eu la meilleure année de ma vie. Et puis à la fin, Emmanuel il m'a dit bon d'accord, mais tu reviens. Alors je suis revenu. Cool. Allez, on va se lancer puisqu'on a plein de choses à dire. On va se lancer dans les langages. D'abord, alors, une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec Wasm. Et Wasm, ou Wasm, ou Vasm, je sais pas trop comment on dit en français, voilà. Non, ça se prononce miasme. Miasme 2.0 est sorti. D'ailleurs, je suis malade. Si je parle du nez, c'est pas le micro, c'est moi. Alors en vrai, WASM 2 est sorti quand même il y a déjà un petit moment. Il y a quand même pas mal d'implémentations majeures qui supportent déjà WASM 2 depuis un certain temps. Mais c'est officialisé dans le sens, les processus du W3C, etc. On dit que maintenant c'est un candidat, je sais pas comment dire, recommendation candidate, un candidat, enfin c'est une RC, quoi. Une RC, et il y a donc, c'est comme les RFC, c'est ça. C'est la recommandation à utiliser. On force personne, on tord pas un poignet pour forcer la personne à l'utiliser, mais en tout cas, c'est prêt à être utilisé. Ils vont faire un petit peu comme ils ont fait avec, vous savez là pour le web là, comment ils appellent ça, avec les baselines là. Il y aura plutôt une notion, comme on appelle. Et donc, alors je sais pas si c'est parce que c'est appelé différemment pour le web, mais pour ici pour WASM, donc ils appellent ça effectivement Evergreen. Donc c'est-à-dire il y aura pas genre des grandes nouvelles versions et il faudra attendre 2 ans, mais c'est quelque chose qui est live, qui va évoluer au fil du temps, quoi. Et donc la toute dernière version là qui avait été publiée, du coup je pense que c'est celle qui était en décembre. C'est devenu la version officielle, la recommandation, candidat recommandation. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre? Donc dans WASM 2, il y a les instructions vectorielles pour le SIMD 128 bits, les instructions de manipulation de mémoire par bloc, donc ça devrait être plus rapide pour copier, déplacer, initialiser la mémoire par-ci par-là. Des résultats multiples, c'est-à-dire que les fonctions avant ne pouvaient retourner qu'un type simple et une seule valeur, quoi. Alors que là, ça peut retourner des blocs et des fonctions. Les types tu pouvais pas retourner un type complet. Je crois que c'était juste, alors de mémoire, parce que je suis pas un expert en WASM, mais je crois que ça pouvait retourner que des types simples. Donc là, ça peut être des résultats multiples ou des choses plus compliquées, de ce que j'en ai compris. Encore une fois, je suis pas un expert. C'est quand même vachement limitant, parce que t'as des langages qui te permettent d'avoir plusieurs valeurs de retour, qui est un peu différent d'un... Exactement. C'est-à-dire que t'es pas obligé de créer un container autour de ta valeur de retour. Et typiquement, par exemple, des langages un peu comme Go, Rust, etc., qui aiment bien retourner soit une valeur, mais aussi une erreur. C'est-à-dire, au lieu de lancer une exception, ils retournent la valeur ou l'erreur. C'est un peu la notion de result, etc. Du coup, ça, c'est plus facile. Ça veut pas dire que ces langages-là pouvaient pas se transpiler en WASM, on va dire. Mais en tout cas, maintenant, ça veut dire que c'est plus naturel d'encoder ça avec la dernière spécification de WASM. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
conversion non piégeante de flottant à entier. Alors, je sais plus trop ce que c'était. En tout cas, ça standardise un peu les conversions de type, qui devait y avoir des histoires d'arrondi ou de je ne sais quoi qui devait pas être très naturel. Instruction d'extension de signes, et ça non plus, je sais plus ce que c'est. Alors, j'ai mis un lien pour les entiers signés. Je sais plus ce que ça fait ça. C'est pas grave, vous lirez les détails parce qu'on a mis des petits liens. Et aussi, donc dernier point, WASM 2 est entièrement compatible avec WASM 1.0. Yes. Et puis, on a Paul Sandoz. Alors, juste, je cache la news principale, mais on a Paul Sandoz qui a fait un aller-retour par CloudBees, mais qui est retourné chez Oracle et Sun avant. Donc, qui travaille sur dans l'équipe qui fait le OpenJDK et qui annonce que le JDK va intégrer une API minimaliste pour faire du JSON parce qu'ils en avaient besoin. Ils étaient contents de cette API minimaliste, donc ils vont la proposer dans le JDK. Ça ne veut pas dire que vous allez abandonner Jackson aujourd'hui ni très vite parce que ça sera vraiment les fonctionnalités minimales, mais c'est une proposition, mais bon, en général, qui impose côté Oracle. Donc, Punaise, ça me rappelle quand même le temps où il y avait de l'XML, des parseurs XML à l'intérieur du JDK. On a mis des décennies à se débarrasser de ce machin. Et tu dis, tiens, là, ils sont en train de mettre du JSON à l'intérieur de JDK et d'ici 10 ans, il y aura un autre langage et on va mettre 20 ans à le virer. Il y avait des problèmes dans le langage, hein, donc c'est attention. Vrai. Il y avait les problèmes de Xalan et Xerxes, du coup, c'était ça qu'on avait comme problème avec les parseurs XML pour ceux qui s'en souviennent. On a tous révisé notre mythologie grecque. Ah ouais. Mais du coup, là, ça a l'air d'être des interfaces simples, JSON value, JSON array, JSON object, JSON number, etc. Un peu comme la librairie org.json qu'on pouvait trouver sur Maven Central. Comme ça ressemble beaucoup à ça au niveau, directement inspiré de l'aspect. Ensuite, alors j'ai pas cherché beaucoup d'articles, mais si vous avez pas vu, Java a 30 ans, ou a eu 30 ans là, il y a pas longtemps. Et du coup, il y avait un petit article de JetBrains qui après poussait, comme quoi les IDE étaient super intéressants, mais il faisait un petit résumé des débuts. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé là-dedans. Donc déjà, je sais pas si vous savez, mais le nom de Java avant qu'il sorte, ça s'appelait Hawk, puisqu'il y avait un arbre. Comme un chêne par la fenêtre voilà, du bureau. Bureau de James Gosling. Mais le trademark était pris, donc ils ont dû trouver autre chose. C'est à l'époque où tu pouvais prendre Java, tu vois. Oui, ils ont coupé l'arbre, ils ont installé ils ont planté un caféier. Un caféier, ouais. Et puis surtout, ce qui était hyper nouveau, c'était écrit une seule fois, tourne partout. Ça me rappelle WASM, non? Ouais, c'est vrai. Je me souviens à la fac, lorsqu'on apprenait Java, et là, je vous dis, c'était du Java 1.1. Notre prof, il nous disait, alors le write once, run anywhere, c'est Eiffel qui l'a créé, tu vois. Eiffel, le seul langage qui est un peu sorti de la France. Et il était super fier de dire non, c'est Eiffel qui l'a créé. Java a copié Eiffel. Moi, j'ai appris en Espagne, personne parlait d'Eiffel. Hein. C'est ça. Je pense que c'est un peu sorti de la France, mais pas trop. C'est ça. Ouais, c'est là-bas. On n'en a pas parlé. Hein. Pascal, oui, hein, mais pas. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai appris avec Java 1.4. Ah oui, elle a dit qu'elle est plus jeune que nous. Moi, j'avais commencé à jouer avec un 1.02, je crois. Donc en 97, 98, un truc comme ça, je sais plus. Moi, j'ai eu la première version de Swing. Non. Je pense que c'était AWT. C'était AWT au début. Est-ce qu'il y avait... Non, je crois que c'était au moment où la première version de Swing était sortie. Les mecs, ils avaient un petit peu abusé de l'utilisation. Il y avait des leaks d'objets partout. Et du coup, il fallait éteindre l'application desktop. Du coup, toutes les 20 minutes. C'était le garbage collector à la main, tu vois. D'accord. Parce que le truc, il grossissait. Oui, c'est vrai. On se rend pas compte, mais les garbage collectors, au début, c'était un saut de confiance, hein, quand même, hein, à l'époque dans Java. Mais surtout, le write one, run anywhere, c'était en comparaison de C et C++, où fallait savoir son objectif de cible, savoir si c'était Big Endian, Little Endian, mettre les macros de compilation, compiler partout. Donc voilà, ça, c'était un gros changement, en fait. Autre
multithreading aussi simple, c'est-à-dire pas une librairie au-delà du langage, donc un truc vraiment dans le JDK de base. Et pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que à la base, c'était ce qui s'appelle des green threads, c'est-à-dire que c'est la JVM qui implémentait les threads. Et puis, je sais pas quelle raison, mais ça devait pas être super efficace. Donc, ils se sont mis à utiliser les threads natifs pour que le système d'exploitation puisse optimiser les passages inter-thread et les choses comme ça. Et puis là, les virtual threads, vous savez ce que c'est? En gros, c'est un petit peu des On y green revient. threads. Voilà, donc on y revient. Non, mais Mais on a les deux maintenant. c'est un peu toute l'histoire de l'informatique. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on revient. Moi, j'explique toujours que c'est plutôt une spirale. En général, on améliore quand même les choses. Donc, on va effectivement plus par là, mais petit à petit, j'ai l'impression qu'on se concentre sur une amélioration quand même par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça, c'est ce que j'ai dit lorsque gRPC est sorti. Je me dis, ouais, dire que j'ai fait une thèse sur Corba il y a 20 ans. Ouais. Après, il y a des D'un autre régressions des côté, fois quand même. Donc, je sais pas si c'est une ouais, spirale c'est vrai. parfaite. Bah surtout qu'en fait, on s'aperçoit qu'on réinvente. Enfin, quand on revient vers une ancienne approche ou architecture, etc., on s'aperçoit qu'on a un peu oublié les leçons du passé. Et en fait, on retombe sur on retombe sur les mêmes murs que les gens à Ouais. l'époque avaient rencontrés. On n'arrive pas toujours à bien apprendre les leçons du passé, par contre. Ouais. Mais en tout cas, bon, le garbage collector, il y a toujours un peu débat, même si la majorité des nouveaux langages sont garbage collectés. Par contre, tourner sur plein de plateformes simplement, ça, on n'y revient plus en arrière, en fait, vu que maintenant on a Mm. des, soit Wasm comme on parlait avant, mais soit comment ça s'appelle? LLVM, LLVM. C'est avec LLVM, ouais. LLM, ça a surchargé le token et il n'existe plus LLM. Donc LLVM qui a permis de supporter plein de targets sans trop de soucis, quoi. Mais c'est Mais on rigolo voit parce que aussi un là, petit il y a peu de peu. temps, j'ai bossé sur du natif Java avec GraalVM. Et je suis Et sur ben Mac là, et il fallait déployer sur Linux. Et puis il y avait un collègue qui était sur Windows. Et on a galéré. Je me dis, waouh, ça me rappelle il y a 30 ans lorsque je faisais du C. Et c'est vrai qu'on a oublié avec tous ces langages-là. Mais ouais, aujourd'hui, lorsque vous faites du natif, c'est natif, quoi. C'est beaucoup moins portable ouais. que Java. S'il y a un truc qui a Mais longtemps d'ailleurs, planté, même avec le write once run anywhere, c'est les anti-slash et forward slash dans hmm. les ClassPass. Donc pour les gens qui écrivaient des bouts de code qui interprétaient un peu le ClassPass, vous savez qu'il y avait les trucs qui plantaient sous Windows ou vice-versa. Allez, un petit dernier, ils insistent aussi sur le modèle de Mm. sécurité avec bon, les applets, le sandbox, on va pas oublier, mais le security manager, le bytecode verifier et de manière générale le class loader qui vérifie plein de choses. Je t'avoue, pour moi, à l'époque, ça m'est passé dessus, mais c'est vrai que c'est un des trucs qui a dû pas mal solidifier la plateforme sans qu'on s'en aperçoive. C'est un peu le truc qu'on voit pas, mais qui amène des choses, je pense. Guillaume parlait de boucle et de régression. C'est vrai que moi, je me souviens, les applets avec le security manager qui t'empêchait de faire ça, 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 ça. Et maintenant, on met des MCP serveurs, des agents qui ont accès à tout. Tu dis, waouh, Et qu'on télécharge d'internet et allez ouais, hop, et tu je dis le fais ça, tourner sur ma machine, je ça sais va pas ce bien que se ça fait, mais c'est pas passer. grave. Allez, on va passer à la suite. Il y a donc Apple qui a fait sa conférence développeur qui s'appelle Worldwide Developer Conference, WWDC. Et je sais pas trop ce dont ils ont parlé, mais en tout cas, ils ont parlé de Java. Un truc de wow, incroyable. Ouais, alors c'est vrai que j'ai souligné ça. Après, il y a d'autres news qui étaient intéressantes, mais que j'ai pas mis dans les news. Par exemple, le fait qu'ils ont rajouté la containerisation native là dans macOS, Oui, donc je ce crois qui a qu'il l'air y a un d'être article quelque intéressant. part plus Ah loin. si, on l'a mis après, ah, je sais Ouais. plus. Il y avait ça et après il y a d'autres choses beaucoup plus, comment dirais-je, qui font plus polémique. Là, par exemple, leur nouveau style visuel, là, comment ils appellent, Liquid Metal ou un truc comme ça, Liquid qui Glass. est ou Liquid Glass, ouais, qui est Sachant que le verre super est un liquide illisible, de bien mémoire sûr. de mes cours de physique. Et, Non, mais c'est et vrai, c'est du, vrai. ouais, ouais, Et ça coule et très du, lentement, juste. Ouais. Pardon, yes. vas-y. Bon, je peux Je finir t'ai ma perdu. phrase. Ouais, c'est ça. On se Et marche pas après, du mal coup, je sais plus dessus, ce que là, je en ce voulais dire. moment. Et du coup, par contre, honnêtement, au niveau contraste, etc., je veux dire, pour les normes d'accessibilité, c'est juste une horreur. Et ça ressemble à du Windows Vista qui avait fait le même genre d'erreur. Ouais. Et il y avait Vista. Et en fait, si tu regardes aussi, ça ressemblait même à un vieux, je sais plus quelle version d'iOS, qui avait une Aqua, version un non? peu Celle qui avait Aqua.
Ouais, non, Le truc avec les encore fonds après, bleus quand même sont plus récent. transparents. Bon, ou peut-être celle-là, je sais plus. Mais bref, donc là, c'était pas là-dessus. Là, on parlons plutôt de l'interopérabilité Swift et Java. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que il y a Conrad Malawi là, qui avait travaillé. Il avait travaillé chez ceux qui faisaient du Scala, non, aussi à un moment. Il bossait sur AK, Et il avait sur Aka, Java bossé, voilà, sur 3.0, Lightbend. il bosse sur Lightbend, Beacon voilà. aussi, donc il vient du Et monde Java, ouais. puis du coup là, il travaille là pour Apple depuis un certain temps, je crois. Et il avait déjà parlé, hein, je pense l'année dernière, de cette interopérabilité, mais là ils ont encore fait pas mal de progrès. Donc on peut facilement interagir avec du Swift à partir de son code Java. Et vice versa, on peut appeler du code Swift à partir du Java, mais sans se prendre la tête avec du JNI, avec les fichiers de header, C, C++, etc. Donc ils ont l'air d'avoir fait une belle intégration pour pouvoir vraiment faire un bridge, un pont entre les deux technologies, sans que ce soit une plaie à faire. Et C'est ça open utilise source, donc on pas, peut y je sais pas si tu as vu contribuer. si ça utilise la foreign Si, memory justement. function. Ouais, Donc au niveau de la gestion de la mémoire, ça utilise l'API Foreign Function Memory là, foreign de Java function. pour gérer la mémoire des objets Swift. Donc ça a l'air assez bien ficelé. Et le lien que j'ai mis, normalement, oui, c'est la vidéo de la présentation qui a été donnée à la conférence justement WWDC. Et Un le use beau case, du document. coup? Quand est-ce qu'on utilise Bah, du le Java et use du case, Swift? ouais, le use case pour moi, hein, c'est clairement quand tu veux avoir, je sais pas, peut-être des librairies métiers qui existent déjà peut-être en Java, mais tu veux les appeler de ton appli native iOS, ou vice versa, éventuellement pour plus de multiplateformes, parce Ouais. que forcément du Java, ça va tourner aussi bien sur Android également. Donc je pense que c'est assez important pour eux de supporter. Après, encore une fois, Java, ça reste le langage des grosses entreprises et tout. Hein, ça reste, même si on a l'impression des fois que c'est un peu moins à la mode ou moins utilisé par les jeunes ou je sais pas quoi, ça reste quand même. Enfin, il y a une telle, Ouais. un tel, j'allais dire legacy, et un tel existant, pardon, de Java que je pense que l'interopérabilité est super importante, quoi. Les En fait, boomers. par rapport ce que tu dis J'ai là, beau. de moins utilisé par les jeunes. Moi, quand j'étais jeune, j'utilisais Java. Et du coup, et on disait, c'est pas utilisé par les jeunes. Donc, à un moment donné, quand est-ce qu'on va arrêter? C'est vrai. Oh bah, Ça tu fait Je sais, 30 sais ans pas. ça fait 30 ans que c'est pas utilisé par les Oui, jeunes. oui, ça fait par les 30 ans jeunes, que mais par les gens. ça fait 30 Ouais, ans qu'on essaye de faire mourir Java. Ceci dit, ouais. ma gamine qui a 20 ans, alors elle fait une licence de maths, donc elle fait pas de l'informatique, mais enfin elle fait maths, et elle a quelques modules d'informatique. J'étais surpris parce qu'elle a fait Python, C et Java. D'accord, il y avait quand Bah, même Java. Python, Donc logique un en peu maths, Java. ouais. Ouais. Bon, c'est logique. Allez. Tiens, juste avant de passer à autre chose, je pense que il doit y avoir enfin, il paraîtrait qu'il y a des gros usages Java donc chez Apple, donc je pense que cette librairie, elle doit beaucoup leur servir aussi. Après, spéculation, quand tu nous tiens. Je préfère le Allez, spéculoos. En tout cas, spéculos. ils font un appel aux contributeurs aussi. Ouais. Ouais. Ça, c'est important de Ça le doit être dire. un peu chiant à bosser là-dessus, quoi, avec la mémoire, les trucs comme ça, j'aurais mal à la tête, je Ouais. crois. Attends, t'as fait un langage Groovy, donc Oui, c'est vrai. J'oublie presque le détail. Allez, en parlant de langage, on va parler de Kotlin et spécialement de la Kotlin Conf qui a eu lieu. Il y a quoi? Je suis Il y a pas mal là. longtemps. Donc la semaine dernière, ouais. Ouais, voilà, la semaine dernière. Et il y a du coup un article de Sphère là-dessus avec qui donnait un petit peu des retours de ce qu'annonçaient nos amis de JetBrains. Adlan Romes, juste pour Ouais, citer. merci de donner le nom. Donc eux, ils annoncent un développeur sur 10 qui utilise Kotlin. Ça me Bon, paraît beaucoup, n'empêche. ça paraît beaucoup, mais bon, Après, il y a c'est quand même bien. énormément de développeurs Android aussi. Android, Ce ouais. que j'allais dire, les développeurs Android, c'est un paquet. Donc, j'imagine que Hmm. ça doit compter dans les Ouais, stats. ça compte, c'est sûr. Mais il paraît qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui l'utilisent aussi côté back-end, server-side, ce qui m'étonnait un peu, parce que j'en vois pas quand même encore beaucoup, moi, personnellement. C'est On les en jeunes qui le voit, font. mais c'est pas la majorité, mais on en voit. C'est les Ouais. jeunes, Guillaume. T'es plus avec des Ouais, jeunes. c'est Les les jeunes. jeunes. Faut que je traîne avec les jeunes, là, C'est la zut. génération K, Kubernetes, Kotlin, Ah oui, À c'est vrai. K-pop. Ah la oui, K-pop. Caca. Alors, ouais, ça, c'est autre C'est ça. chose.
Kafka. Donc, Kafka. sinon, Kotlin 2.2 en release candidate est là. Et il y a quelques fonctionnalités intéressantes. Donc, si vous connaissez Kotlin, vous pouvez faire $ pour faire de l'interpolation dans vos chaînes de caractères. Mais qu'est-ce qui se passe si dans votre chaîne de caractères, il y a un $? Eh ben, ça fout la zouille. Du coup, il y a $. Donc, je sais plus si il parle de multiple dollars. Donc, je sais pas si c'est récursif ou tu peux Bah en mettre si, 30. plus tu les utilises, plus t'es riche, hein, de toute façon. Donc, Mais en tout cas, tu vois, c'est genre, j'ai un problème avec slash, donc je vais en mettre 2. Mais alors, quand on a 2, bon, bah, je sais plus, en fait. Non, mais c'est marrant de Bref. voir ça en 2025, quoi. Le slash, Ouais, ils l'ont c'est pété dommage. en C, il y a plus de 40. on remarque après, côté Java, les string templates, ils en sont où? Ah, ils les ont enlevés, hein, ils les ont enlevés. Parce qu'ils se sont Ah oui. aperçus que c'était. Ouais. Ils ont dit ça va revenir, mais c'est pas la priorité. Mais Bon, bon, après, avec elles, les elles string étaient compliquées, format, hein. L'API, elle était. etc., Ouais. Mais l'API était après, pas très ça va quand même. intuitive quand même. Ouais, 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 L'API de c'est vrai. template, elle était. Et la syntaxe, D'ailleurs, c'était bizarre. je vais me lancer en. Justement, j'étais au Java Day Paris Jug. Il y avait Jean-Michel Doudou qui faisait une présentation, une keynote sur les nouveautés entre 21 et 25. On va Est-ce que essayer de tu l'as faire serré dans un. tes bras, Non, mais je l'ai le chambré, mais doudou? je me suis raté en le Oh, chambrant. Du coup, c'est il pas va vrai. contre-chambrer. Euh, et du coup, on va essayer quand même de. Bon, du coup, on s'aime bien quand même, et on va essayer de faire une interview sur justement lui donner l'espace pour qu'il puisse vraiment parler de toutes ces fonctionnalités. Donc, il faut que j'organise ça là en juin ou quelque chose comme ça, et en fonction de ses dispos évidemment. Sinon, Kotlin, donc le non-local break qui continue, donc pour faire, souvent quand on est dans une inner loop pour sortir d'une double loop, voilà, c'est ce genre de fonctionnalité qui était pas là. Des guards sur un peu comme le pattern matching, si tu veux, on peut mettre enfin, utilise telle classe, mais uniquement si telle autre valeur égale ça, donc dans le case. Voilà, ils ont annoncé d'autres features, donc vous pouvez aller dans l'article pour voir ça. Sinon, dans l'écosystème, ils font un renommage de version avec un alignement sur Kotlin JVM, je crois, parce qu'il y avait plein de versions différentes et les gens étaient un peu perdus sur quoi utiliser, avec quoi et comment ça fonctionne. C'est la mode, ils ont un nouvel outil de build. Donc, on va voir où est-ce que ça ira, qui s'appelle Ampere. Beaucoup d'annonces On autour en de perd, l'IA. on en perd notre lapin. On en perd un autre, ouais. On n'en perd pas, hein. Les outils de build, c'est N+1. Voilà, beaucoup d'annonces autour de l'IA, puisqu'ils ont un outil d'IA pour aider les développeurs. Coog, un framework agentique de manière plutôt déclarative, avec un DSL pour ça. Du coup, je Et sais pas si d'ailleurs, c'est statique ou pas. C'est une bonne ouais, et question. ceux et celles qui vont utiliser ce framework-là, on appelle ça des cougars. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Je l'ai vu venir, celle-là. Ah, je l'ai vu venir. Je me suis dit, il Je va croyais pas que la Kotlin, faire, c'est c'était pas pour les possible. jeunes, alors. Je ne comprends plus rien, moi. Kotlin, c'est pour les jeunes. JetBrains, c'est un LLM à eux qui s'appelle Ouais. Melom. Ils ont une nouvelle version dedans qui est focalisée sur le code. Mm. Après, on en parlera un peu, mais Claude Sonnet 4 est arrivé avec aussi des améliorations potentielles, donc on va voir. Mais Voilà. l'homme, c'est surtout utilisé pour la partie complétion de code, hein. Donc la complétion Hmm, intelligente, c'est sur cette partie-là qu'il l'utilise. Il l'utilise d'accord. pas par contre pour la partie agent, Ouais. pour Juni Ils et ont pour aussi les fait, AI Assistants. ils ont aussi fait un partenariat stratégique avec Spring pour bien intégrer Kotlin dans Spring. Allez, on Effectivement. va passer à nos amis, les librairies. Bon, sachant que ça fait quand même pas mal d'années Oui, oui, oui. Qui travaillent notamment, ensemble ouais, voilà. avec Euh, Sébastien. avec Sébastien, voilà, merci, je cherchais. Retrouver le prénom sans me tromper, parce que j'arrête pas de me tromper en ce moment, donc j'ai même fait, juste pour info, j'ai Tu dans te rappelles l'école de comment nous mon on grand, s'appelle, hein? ouais, ben oui, parce que c'est écrit en bas. Oui, c'est vrai. Dans l'école de mon grand, on peut leur montrer un peu ce qu'on fait. Du coup, on a fait un podcast avec eux. Donc, je les ai enregistrés, etc. Puis, à un moment, j'interviewais, du coup, les gamins. Et alors, machin, tu fais quoi? Et puis, donc, je lui dis, Romain, comment que ça? Et puis, d'un coup, en tout petit, j'entends, c'est Antonin! Ah, pardon. Donc, je me trompe tout le temps. Bref. Alors, les librairies. C'est moi. Mais oui. ADK, c'est Donc, quoi? ouais, donc Google avait annoncé, je sais plus quand est-ce qu'ils ont annoncé la version Python en tout cas de Ah, il y a ADK. deux mois à peu près, quoi. Ouais. Il y a Agent Development Kit
Donc celui-là maintenant il est devenu GA quoi. Mais lors de Google I/O, donc il y a quelques semaines, on a lancé également une version Java du framework ADK. Donc on peut faire du coup des agents IA en Java en utilisant ce framework-là. Et alors je sais plus si je l'ai mis du coup d'ailleurs dans les news, mais ce que je suis en train de faire, c'est que là aujourd'hui, alors ADK quand on l'utilise dans l'écosystème Python, comme il y a le support de Light LLM, en fait on peut utiliser des tonnes et des tonnes de modèles différents. Donc on n'est pas obligé d'utiliser Gemini, le modèle de Google. Hein. Mais par contre dans la version Java, donc ils ont juste mis Gemini plus une intégration avec Claude et c'était tout. Et du coup j'ai un pull request là qui est en cours pour ajouter également le support en fait de LangChain4j. Comme ça, tu pourras utiliser et dire tiens, je veux utiliser LangChain4j qui fera n'importe quel modèle supporté par LangChain4j. Et donc là, dans l'article, vous pourrez voir, il y a aussi une petite vidéo et qui explique voilà comment démarrer avec ce framework-là. Puis j'ai fait un autre article que j'ai pas mis justement où j'explique comment marchera le fonctionnement avec l'intégration LangChain4j. Guillaume, excuse-moi, Voilà. là je confonds peut-être, mais comme Oui, vous avez sorti A2A là il y a peu de temps, est-ce que ouais, c'est c'est une différent. implémentation de A2A ou non, c'est un truc à part? Non, donc là vraiment, ADK c'est vraiment le framework pour créer ton agent. Et on va avoir également une intégration avec le protocole A2A pour Pour les faire la orchestrer? discussion multi-agent et D'accord. discuter avec n'importe quel agent ou sur le web ou n'importe où éventuellement. Donc ça va être les deux vont être intégrés, mais c'est vraiment deux choses différentes. Il y en a un c'est un framework, D'accord. l'autre c'est une sorte de protocole de communication entre agents. Ok. Alors, Et on ensuite, va il y parler d'un a... autre protocole aussi du coup. Voilà. Qui normalement peut travailler l'un avec l'autre. En tout cas, c'est ce qui était annoncé au lancement Du, initial, mais tu veux donc parler du de coup il y a MCP. le protocole aussi MCP, donc qui avait été créé par Anthropic en novembre, hein, c'est même pas si vieux que ça d'ailleurs, qui est une manière en fait de standardiser comment on peut faire tourner et appeler des outils externes qui peuvent tourner sur sa machine. Donc c'est là où il y a les problèmes de sécurité en particulier hein, quand ça utilise le protocole STDIO, c'est-à-dire input-output standard ou en mode HTTP Server Sent Event ou bientôt Streamable qui va remplacer Server Sent Event. Et c'est vraiment une manière de standardiser les choses de sorte à ce que quand nous on fait une application avec un LLM, plutôt que de réinventer l'intégration pour appeler, qu'est-ce que je pourrais prendre par exemple, il y a un serveur MCP pour accéder à GitHub, donc créer des issues, récupérer le code, plein de fonctions qui existent pour interagir avec GitHub. Et ben, au lieu de se retaper soi-même l'intégration pour faire du function calling LLM qui va appeler l'API REST de GitHub, etc. Donc l'idée, c'est que les gens, par exemple GitHub, puissent proposer un serveur MCP et tout le monde utilise ce protocole MCP pour interagir avec ce serveur MCP là. Donc on n'a pas à réinventer tout ce code de glue d'intégration, on a simplement à interagir avec un serveur MCP. Et donc, comme moi, je travaillais, donc j'ai participé, je voulais dire, mais j'ai participé donc au lancement hein, de ADK pour Java. Donc j'ai commité quelques trucs, j'ai participé au sample, à la documentation, etc. Et on a le support de MCP, bien sûr, dans ADK. Et du coup, je voulais aussi tester, moi, mes propres serveurs MCP pour jouer avec MCP. Donc, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un article sur, j'ai vibe codé un serveur MCP en Micronaut. D'habitude, j'utilise tout le temps Micronaut. Mais aujourd'hui, Micronaut n'a pas encore, je dis bien encore, mais ils vont y travailler, ils n'ont pas encore de serveur, enfin de facilité ou de module spécial pour créer des serveurs MCP. Alors je me suis dit, bon, Quarkus, ils ont tout ce qu'il faut. Donc j'ai joué avec Quarkus pour... Regarde toute la justification qu'il a fait pour dire j'ai enfin utilisé Quarkus. Hein. Voilà, Dis j'ai donc. enfin utilisé Quarkus. Ça a mis du temps, mais Ouais, voilà, parce qu'il a un contrat. J'ai un c'est cool contrat. en fait, mais Il a c'est un bien, il est contrat. content. Et honnêtement, bah, j'adore parce que bah, hop, donc c'est vraiment super simple. Hein. Je veux dire, bon déjà Quarkus c'est facile quand même à démarrer, etc. Je rajoute la dépendance dans ma vanne. Après, moi j'ai ma classe Java, je rajoute la notation @tool pour dire ça c'est un outil MCP et j'ai @tool arg pour dire tiens cette méthode MCP là, elle a besoin de tels paramètres. Je décris les paramètres. C'est tout ce que j'ai à faire et ça fonctionne.
Et après, bon, bah, moi, j'ai containerisé ça, j'ai balancé ça sur Google Cloud Run. C'est quand même une des manières, donc c'est un truc de Google, mais c'est vraiment une des manières les plus simples de déployer un container dans le cloud pour pas grand chose, Hum, parce que quand c'est hum. pas utilisé, ça coûte zéro, c'est serverless, etc. Et par contre, Emmanuel, j'ai eu des soucis avec les builds les Docker files pour faire du natif avec GraalVM, et j'ai pas exploré beaucoup plus pour comprendre Ah, ce qui se d'accord. passait. Ouais, Mais va falloir voilà, c'est un regarder. tout petit feedback et du coup j'ai déployé en mode JVM classique, mais comme Ouais. Quarkus il démarre super vite en mode JVM, c'était pas très très grave. Ça marchait très très bien. Donc bravo à Quarkus Ok. pour le support, un super support MCP. Et du coup, ADK, il y aurait du sens à avoir pareil, une espèce d'intégration Quarkus pour ADK. Tu vois les choses qui peuvent être. Ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, c'est pareil, de la même manière que vous avez fait, tu vois, des annotations, j'imagine qu'on pourrait faire la même chose. Faudrait en discuter, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on Alors, peut je sais faire. que LangChain4j, ils en parlaient, mais je sais plus où c'en est. Ouais. À l'époque, Ouais. j'avais vu passer une issue, elle est peut-être encore ouverte, implémenter Mm. des API pour supporter les agents. Je sais pas où c'en est. Ouais. Allez, on va parler de Jilt 1.8. Guillaume, il est Ouais. assez fan. Il a pas mal exploré les builder patterns et comment les générer justement, sans On utiliser en a parlé. Lombok. Sans Ouais, utiliser Lombok, mais c'est pas un Lombok bah oui. 10 là? Et ben non, justement, parce que là, Non, c'est un bah non. vrai annotation processor qui D'accord. s'amuse pas à changer le bytecode, etc. Donc ça génère des classes en plus qui implémentent le pattern builder, mais pas le simple pattern builder classique est supporté, mais il y a plein d'autres types de pattern builder qui sont supportés, et y compris par exemple les staged builder où tu es vraiment Ah obligé oui, d'appeler ça c'est pas les mal ça. le builder dans un certain ordre pour être sûr que tel et tel. Parce que le problème un peu quand même du builder, c'est que imagine tu as un paramètre requis, mais du coup si tu utilises celui-là, il faut aussi que tu aies renseigné tel autre. Donc il y a le staged builder pattern qui permet de s'assurer que tu es un peu obligé d'implémenter, d'appeler les autres telle ou telle méthode builder par exemple. Donc il est vraiment très très bien fait ce framework. Il n'a pas les problèmes, comme on disait, de Lombok qui modifie le bytecode, qui fait des choses pas toujours très très cool. Et il avait aussi le support, donc là c'était dans une version précédente, moi j'avais étudié ce que j'appelais en tout cas les functional builders, un peu inspiré de ce qui peut se faire dans le mode Go, et il avait rajouté le support dans Jilt de l'approche que j'avais proposée dans un article. Et là, donc dans la version 1.8 et 1.8.1 qui sont sortis, ils ont amélioré aussi le processing incrémental pour Gradle. Donc, c'est-à-dire au lieu de tout recompiler parce qu'on a changé quelque chose dans ce qu'on a annoté pour dire on veut générer un builder pour ça. Donc là, il n'applique vraiment des changements de compilation que sur ce qui a vraiment été modifié. Donc ça améliore la rapidité du coup de la recompilation. Meilleure couverture de code, parce que un des problèmes, c'est que certaines parties du code généré, et en fait, du coup, il était comptabilisé comme n'étant pas couvert par les tests. Et donc là, ils ont rajouté des annotations spéciales pour dire, en fait, ça c'est du code généré. Donc quand on va utiliser, peu importe l'outil de couverture de code que vous utilisez, mais vous pourrez dire au générateur, à l'outil de couverture de code que, ouais, attention, si ça c'est annoté avec la fameuse annotation JILT, je sais plus ce que c'est, Ouais. JILT generated ou je sais pas quoi, du coup, ça, tu le comptabilises pas dans la couverture de code. Ouais. Et puis code généré n'est pas buggé, c'est bien connu. Et code généré n'est pas buggé. Et il y avait aussi un dernier petit problème, c'était quand on avait des types génériques récursifs. Donc, par exemple, quand on fait, par exemple, des arbres, des graphes, des choses comme ça, on a node, donc type générique de T, mais qui étend node de T. Donc ça, c'est générique et ça marchait pas avec ça. Il a trouvé une manière de résoudre le problème pour que ça fonctionne avec ce genre de type générique récursif. Voilà. D'accord. Et bah tu m'as donné envie de l'utiliser, tiens. Ouais. Et il est top, et le gars qui fait ça, il est super sympa et tout. Ouais. Après, attention, les annotations processeurs sont ou vont ne plus être actifs par défaut. Il faut Ouais. explicitement un tiret, je sais pas quoi, pour et puis potentiellement les lister. Donc probablement votre outil de build va compenser, enfin va Oui. faire et sélectionner les bons trucs, mais à savoir. Allez, Yes. on passe à Hibernate un petit peu. Donc Hibernate Search déjà qui est sorti en version 8.
avec une agrégation autour des métriques, la compatibilité évidemment avec les dernières versions de à la fois OpenSearch et Elasticsearch qui dévient doucement mais sûrement en termes d'API. Et puis surtout le backend Lucene 10. Donc Lucene, c'est la librairie d'index inversé sur lequel s'appuie Elasticsearch notamment. Voilà. Et puis une preview sur les requêtes qui sont validées à la compilation, et là encore avec une annotation de processeur, parce que c'est des choses qu'on avait explorées avec sur l'ORM. Sur l'ORM dont je vais parler justement là, Hibernate ORM 7 est sorti, avec, ça y est, c'est la première version qui est entièrement ASL 2.0. Donc la licence a changé de LGPL à ASL 2.0. Il y a Hibernate Validator 9 aussi qui est sorti pour info. Et ça, du coup, ça supporte Jakarta Persistance 3.2 et Jakarta Persistance Validation 3.1. Et Jakarta Voilà. Data. Et Jakarta Data, ouais, qui est, oui, c'est ça, et en plus ça. En 1.0, ouais. Ouais. Et moi, j'étais assez fan de Save or Update, mais Ah ça y est, oui, c'est c'est du grand officiellement Gavin, ça. fini. Elle est même plus dépréciée, elle est plus là. Donc ça, si vous avez des vieux codes qui utilisent encore Save or Update plutôt que Merge, donc Merge, ça vous ramène toujours une copie persistante de l'objet plutôt que l'objet non attaché que vous aviez. Ça résout un certain nombre de problèmes qu'on a autrement. Voilà. Mais bon, c'est un peu moins intuitif, je trouve, mais du coup, ça résout un certain Du nombre coup, de c'est-à-dire problèmes. les trucs dirty, non, Non, c'est ça, c'est quoi? non, c'est le fait que bah déjà ton objet, il avait pas d'ID, ensuite il en a un, donc déjà c'est muable. Et puis surtout, je pense que je me rappelle plus exactement, mais intuitivement, je me dirais que si tu peux avoir plusieurs. En fait, si tu as déjà une version attachée, que tu demandes un save or update, il se passe quoi? Est-ce que tu as les deux versions dans ton persistance contexte ou pas? Voilà, c'est ce genre de problèmes qui peuvent Ok, être un peu d'accord. complexes. En tout cas, pour les vieux de la vieille qui ont connu Gavin il y a 20 ans pour les premières versions d'Hibernate, là, c'est du grand Gavin. Il est de retour. Ils disent, et pour ceux qui se sont entêtés à utiliser Save or Update, c'est genre, bah, c'est toi qui l'as mis. Ouais, mais bon, c'est Hibernate 1, hein, tu vois, il Oui, y a bien longtemps. sûr. Non, d'ailleurs, peut-être pas Hibernate 1, mais Hibernate 2 en tout cas. Et il y a une API stateless qui s'appelle la Session Stateless qui est maintenant a beaucoup plus de capacité, notamment pas seulement pour les batchs, mais des opérations unitaires d'insert ou d'update, qui peut accéder et bénéficier du cache de second niveau, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Et même l'API pour les batchs a été améliorée. Voilà. Et puis, pour ceux qui aimaient bien l'API Criteria Oh, par rapport à qui a l'API aimé de, la P Criteria? Est-ce qu'il y a non, mais un développeur? pas celle de Jakarta, celle d'Hibernate avant, qui Ah, n'était pas type safe, mais qui était plus intuitif. Donc là, d'accord. c'est une version qui essaie de rapprocher de l'intuitif de l'ancienne version, tout en ayant la type safety de Jakarta et persistance, qui effectivement est pas intuitif pour de faux. Créé par Gavin aussi à l'époque, hein, je m'en Alors, souviens. créé par un compromis de comité, malheureusement, en fait, c'est ça qui est arrivé. Voilà. Et puis, ouais, il y a un petit article qui explique. Putain, d'ailleurs, je vais vous le partager parce que c'est plus Sur le visuel qu'autre Développons DevUI chose. de Quarkus, des fossés. Ouais, pour celles et ceux qui ne attendez, connaissent La pas débloque des le sphères DevUI. sur la dev UI des Quarkus. voilà. Et du coup, c'est N'empêche, pas j'aime mal parce bien. que Bien stylé, le, il explique beaucoup. ouais, le Ouais. mieux, c'est vraiment de l'essayer pour voir un peu le ressenti, donc démarrer un petit proto. Mais si vous voulez pas faire ça, l'article est vraiment bien. Il met pas mal de visuels, il explique ce que ça amène, comment ça l'aide. C'est assez complet, c'est pas mal. Donc, Guillaume, tu vas dire quelque chose de bien sur le DevUI de Quarkus. J'aime bien là, le blog de Sphère, ils font régulièrement ouais, des bons articles sympas. Donc si vous avez un feed de reader ou je sais pas quoi, abonnez-vous parce ouais. que je trouve qu'il y a pas mal de bons contenus très réguliers. C'est très C'est sympa. pas que Java, c'est sur toute la Ouais, tech de pas que manière Java. générale. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, l'étape d'après, c'est Vertex 5. On en avait parlé Alors, c'est marrant parce que Vertex, en fait, ils disent voilà ce qu'on va faire. Et ils font une version alpha ou je sais pas quoi. Puis après, ils corrigent les bugs, ils implémentent mieux. Et maintenant, on arrive à la 5, qui est la version finale. Donc, on a déjà parlé de ces choses-là en décembre. Mais là, maintenant, c'est la version finale
en 5. Donc, rapidement, le modèle est maintenant uniquement basé sur les futurs et plus sur les callbacks. Ils supportent les modules Java, les fameux JPMS. On a eu un grand débat intéressant dans la Java Day sur les modules. Alors, ça sert ou pas? Pour ou Voilà, contre? grosse amélioration sur gRPC, notamment un dual support sur le même port entre HTTP JSON et gRPC. Donc, on peut upgrader en gRPC, mais sur le même port. Sur le support de IO Uring, donc ça c'est pour tous les appels non bloquants, y compris jusqu'au niveau du noyau Linux. Donc ça c'est IO Uring de mémoire. Ouais, c'est ça. On peut passer entre le mode noyau et le mode utilisateur. En fait, quand on passe de l'un à l'autre, ça coûte en termes de changement de contexte. Et là, on peut envoyer des infos vers l'autre contexte sans que ça ait de coût. Et donc, c'est du read-only pour l'un et write pour l'autre, et vice-versa. Du coup, il y a, voilà, IO-Ring, ça permet de faire ça. Du load balancing côté client. Donc, votre API client peut faire du load balancing. Un nouveau service resolver. Le proxy HTTP, voilà, qui a été amélioré. Et puis, un certain nombre de choses qui ont été enlevées par rapport à Vertex 4, donc je vous laisserai regarder la liste pour vous. Last but not least, Spring AI 1.0 GA est sorti avec le chat client donc multimodèle, donc j'imagine Gemini, OpenAI, Claude, etc. Il parle de 20 modèles qui supportent, y compris certains supports multimodal, pardon, avec les notes et aussi les réponses JSON structurées. L'écosystème RAG, donc support de base de données vectorielles, du pipeline pour les ETL, ce genre de choses. La mémoire conversationnelle, le support de MCP, ils sont un tout petit peu à la bourre, mais ils ont globalement le support de MCP, observabilité via Micrometer, etc., etc. Et puis, je sais pas si c'est un support natif, mais plutôt qui montre comment on peut faire ça avec leur framework en Java, c'est le support d'agents et de workflows tels qu'ils avaient été décrits par nos amis d'Anthropic. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Quarkus pour implémenter des serveurs MCP. Hum, Et en fait, si vous allez sur le repo GitHub de Anthropic, mcpprotocol.io, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises, il y a différents SDK. Il y a Python, etc., pour faire du MCP. Il y ouais, a un SDK Java et il y a une implémentation Spring aussi. Donc, ouais. je sais pas là si Spring IA c'est que la partie cliente, Alors, mais en tout ouais. cas la partie serveur, la partie Il y a débat MCP surtout. serveur. Oui, et puis il y a un gros débat, ouais, dans Donc lequel il y je a ne rentrerai débat. pas. Par contre, donc j'avais écrit, je crois que je l'avais partagé dans les news de précédents épisodes, mais j'avais fait un article sur du coup le SDK Java. On peut quand même l'utiliser sans utiliser Spring. Oui, Donc oui. Oui. il y Mais a tu es vraiment obligé deux d'utiliser parties. Reactor. Mais le problème, c'est Par que tu es contre, il y a obligé de. Reactor, exactement. Donc on peut l'utiliser sans Spring, mais il faut qu'il y ait Reactor. Et après, oui, il y a une intégration Spring pour Ouais. exposer ton serveur MCP, etc. Mais par exemple, Non, moi, mais à dans cause de l'article que Reactor, j'avais partagé à l'époque, Quarkus a du mal à ouais, ouais, devenir ouais. une implémentation du SDK. Enfin, c'était Alors, on juste pourrait, mais pour ça vous dire. double le nombre de IOThread, ça Oui. fait du Ouais. passage d'un modèle d'événement à un autre, c'est débile, quoi. Enfin, c'est débile pour nous, quoi. Alors, allez, on va passer à l'infrastructure avec... Ah oui, c'était bon, ça. Mais pourquoi on l'a mis dans l'infrastructure, ça? Bon, c'est pas grave. Des modèles d'IA qui refusent d'être éteints et font du chantage pour l'éviter. Et voire essaient de saboter l'extinction. Donc il y a deux équipes de chercheurs, une chez Anthropic qui continue d'essayer de trouver les limites et les problèmes dans les LLM, et donc dans le cadre de Opus 4, je crois, ils essayaient de voir comment Opus 4 réagissait quand tu dis bon ben on va t'éteindre pour mettre une nouvelle version de toi-même, t'inquiète tu vas pas perdre ton contenu, t'es juste augmenté.
Et en fait, Opus 4 essayait de faire enfin, disait non, 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 je veux pas, essayer de faire du chantage auprès des ingénieurs pour qu'ils ne le fassent pas. J'ai pas été lire le papier de recherche en total, donc je sais pas s'il donnait accès à certains tools pour qu'il ait une influence sur l'environnement. Je crois que c'est plutôt le cas d'une autre équipe de recherche qui, elle, s'est appuyée sur OpenAI O3. Donc, c'est pas OpenAI qui a fait cette recherche. Pour eux, tout est beau, tout est gentil. Non, mais l'équipe de recherche indépendante a montré que ils ont montré la même chose. Donc eux, je crois qu'ils ont donné accès à l'infrastructure au modèle OpenAI, et donc lui essayait activement de pas se faire éteindre en essayant de contrer certaines actions des ingénieurs qui faisaient du déploiement. Une des red lines, il y a un moment, il y avait une grande conférence sur quelles sont les red lines qu'on doit avoir au niveau de l'intelligence artificielle générale, etc. Donc, une des red lines, c'est ça, c'est que le truc refuse de s'éteindre, qu'on puisse plus l'éteindre. Et le deuxième, c'est qu'il puisse construire une version différente, donc potentiellement augmentée de lui-même. Avec ces deux trucs-là, t'as perdu apparemment. Donc là, on en a un sur les deux. Alors, je vais vous mettre sur le chat là une conf à Devox France qui est plutôt pas mal. Elle fait 30 minutes, je crois, hein. C'est sur l'IA et la science-fiction. Donc, le gars parle de l'histoire de la science-fiction, que ce soit des livres, des films, et il parle de l'IA là-dedans avec effectivement l'IA qui prend le dessus ou pas. Euh, donc, je vous mettrai le lien à regarder. Ouais. Après, honnêtement, c'est quand même... Enfin, je suis pas chercheur en IA, hein, mais pour moi, c'est quand même essentiellement un jeu de role-play. Ça veut pas dire que l'IA a conscience qu'on va l'éteindre réellement. Hein. Faut pas Ouais. non plus... Parce qu'on a tendance à anthropomorphiser l'IA, les LLM, etc. Mais ça veut pas dire en vrai Non, mais qu'elle ça dit, comprend ça, quoi. enfin, enfin, il y a deux choses que je voulais dire. Le premier, c'est que, en fait, une IA entre deux interactions, elle a pas d'existence. Donc, sa notion de vie, elle est que quand à un moment, il est appelé, avec tout l'historique du contexte et qu'on renvoie. Donc, déjà, la notion de Tout à fait. conscience, je veux pas dire qu'elle est impossible, mais elle est intéressante et challengée par rapport à nous, à moins qu'on le voit pas nous, mais qu'on ait effectivement un ensemble de Mm. séquences par rapport à un flux continu du temps. Et là, c'est des débats philosophiques et physiques dans lesquels je m'aventurerai pas. C'est de la Euh, conscience quantique, tu vois. mm, C'est un moment j'ai une conscience, je l'ai plus. Ah, on m'appelle. Ah, j'ai à nouveau une conscience. Mais c'est Dora, euh, ça. non, mais est-ce que tu as conscience d'avoir conscience, par exemple? Bah, tu Conscience, as ouais, pas tout le ouais. temps conscience d'avoir conscience. Donc, tu as des moments où C'est vrai. Donc ça existe. Hein. Déjà, la notion de conscience et du coup de volonté, il n'y a pas de notion de l'IA toute seule va continuer à faire des choses, pas en tout cas pas dans les LLM tels qu'on les conçoit aujourd'hui, sauf si le modèle agentique continue de pinguer d'une manière ou d'une autre. Par contre, euh, en fait, là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que c'était censé être des guardrails qui étaient censés être, enfin, écrits et mis en place dans le système de manière un peu fondamentale, un peu comme les lois de la robotique, et qu'en fait, on voit, c'est que c'est pas le cas, puisque tout est un peu une question d'équilibre et de statistiques dans les LLM. Donc, quand tu mets des règles fondamentales, bah, elles sont jamais vraiment fondamentales, elles sont contournables, en fait. C'est un peu ça qui est intéressant, je trouve, dans la recherche. Parce qu'après, ah oui, et l'autre point, c'est justement pour revenir à Devox, donc la keynote de Mr. Phi, notamment, qui en parlait. Désolé, j'ai oublié le nom officiel de cette personne-là, mais c'est Mr. Phi, c'est son nom sur YouTube. Et lui, il dit, ben, en fait, comment est-ce que tu différencies en gros, la simulation de la conscience elle-même, et à un moment, ben, tu peux pas vraiment savoir, en fait. Du coup, c'est pas clair, en fait. C'est pas parce que on dit non, mais c'est un jeu de rôle, mais en fait, où est-ce que le rôle, enfin, quelle est la différence au final, en fait? Et donc, c'est un des points qu'il posait. Voilà. Donc, c'était sur ce petit débat philosophique. Ah bah voilà, tiens, infrastructure, Apple annonce le support de la virtualisation et de la containerisation dans macOS lors Sans de transition, on WWDC. passe à... Ouais, Ouais, ça désolé. n'a Hein. rien à voir. Et Et je du coup, cherchais t'as le regardé un peu nom plus de ou Monsieur pas? Phi, moi, tu vois, et j'ai pas trouvé. Bref. T'as regardé Non, un peu alors plus, Guillaume? Ouais. ouais, j'ai pas regardé de très près, mais en tout cas par rapport à ce qui pouvait se faire avant, en fait, là, c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus proche, on va dire, de la machine. Et Ouais.
Donc c'est pas vraiment de l'émulation, on peut vraiment faire tourner des containers Linux, c'est compatible avec le format OCI des containers. Donc ça a l'air assez intéressant en tout cas pour faire la virtualisation, lancer des VM super légères et tout, de Après, ce ça que utilise j'en leur ai virtualisation, compris. donc il n'y a pas de VM parce qu'ils ont affiné la Ouais, couche, mais ouais, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup plus efficace et on n'est pas limité un peu par enfin, les approches précédentes qui étaient du coup plus lourdes et ouais, empêchaient d'avoir les mêmes performances qu'on pouvait espérer ouais. du hardware, quoi. Et Après, donc, est-ce que Docker a c'est un fait beaucoup de concurrent boulot. à Docker alors? Bah, je pense qu'ils ont travaillé ensemble un peu, Ou je crois. après, voilà, on peut faire, j'imagine, tourner encore mieux les containers de Docker directement comme ça dessus. Enfin, j'imagine. Ou Ouais, peut-être que tu sais, Docker peut se ouais. baser dessus pour macOS, quoi. Je sais pas. Ouais, tu sais, Docker, à la base, ils avaient une machine virtuelle entière sur laquelle ils faisaient tourner Linux et ils déployaient les containers là-dessus. Ensuite, ils Ouais, sont voilà, c'est passés ça, ouais. sur je sais plus si ça s'appelle HyperKit ou Hyper-V, Hyper-V, enfin, ce Hyper-Key, genre de Hyper, je choses. sais plus. Podman, par exemple, c'est encore sur une VM. Et donc là, c'est juste une Ouais, version encore avancée de la VM. Je l'ai simplifié, je l'ai réduit. Donc, je ouais. pense pas on parle pas de concurrence, là. Juste, on a amélioré la tech. Ok, et puis donc alors là, c'est chaud des presses et hier soir, je sais pas si vous étiez sur Internet, mais moi j'essayais de faire des trucs, d'un coup j'ai reçu des erreurs 503. Donc j'ai dit ah Alors ce moi, je vais service c'est de la sortir de merde, l'écran. c'est ça, il est tout le temps off, c'est nul. Donc je commence à chercher parce que la- l'erreur c'était genre erreur 503 upstream. Je sais plus si c'est upstream non disponible ou un truc un peu bizarre. Donc tu te dis, tiens, quand même, c'est bizarre pour ce service. Donc je Google, je Google, donc Google fonctionnait, mais je Google l'erreur. Et en fait, je vois que c'est plutôt sur GCP, c'est la gateway, c'est des trucs comme ça. Donc, puis je vois Arnaud qui blogue, tiens, un gros hug aux ops de chez Google. Et donc en fait, GCP alors c'est tout frais, donc on n'a pas trop le détail, mais GCP a eu un problème d'un quota qui s'est auto-mis à jour, qui a refusé du coup tous les appels entrants ou sortants, enfin un truc un peu comme ça. Ce qui fait que plein de services qui s'appuient sur ces infrastructures-là ont eu ces erreurs-là. Notamment Cloudflare en fait, qui ont beaucoup de leur infrastructure, mais il se trouve que pour le stockage, ils utilisent une partie de GCP dont je n'ai pas le détail, et qu'ils n'ont pas de redondance sur un double système, par exemple. Du coup, eux aussi sont tombés pendant à peu près 2 heures à cause de ça, et vous avez probablement vu plein de sites qui étaient tombés là-dessus. Et donc, pour revenir à l'analyse Google, c'est une pré-analyse parce ils veulent faire un blog un peu plus détaillé, mais ils ont vu que c'était un problème de quota au bout d'un certain temps. Ils ont bypassé le bout de code qui faisait la vérification de quota pour remonter l'infra le plus vite possible. Donc ça a libéré beaucoup des instances régionales, sauf US Central qui était visiblement un peu surchargé. Et du coup, le service de quota était pas mal surchargé à ce moment-là dedans, donc ça a pris un peu plus de temps. Donc évidemment, il y a la notion de post-mortem et des améliorations prévues. Donc ils disent bah pas de- vérifier que les données sont pas corrompues avant de les propager, pas de déploiement global sans un monitoring et un rolling upgrade graduel. Et là on se dit bah ils font pas ça, c'est écrit dans leur bouquin. Bah visiblement pas dans ce chemin-là quoi. Peut-être pas partout, parce que Ouais c'est ça. dans moi, les différents trucs où j'ai pu être impliqué, à chaque fois, ça met plusieurs heures, plusieurs jours à déployer un truc, parce que justement, il y a les rolling upgrades. Et là, du coup, pourquoi là-dessus, ça y est pas, je sais pas. Ouais Par contre, ils déploient pas le vendredi. Ça, ils l'ont suivi. ouais. C'était un jeudi, voilà. Et c'était Ouais, pas ouais. vendredi 13 encore. Et après, j'ai pas vraiment vérifié, mais j'ai vu des gens qui disaient que par effet de bord, en fait, d'autres cloud providers ont eu un peu de soucis parce qu'il y a peut-être eu pour des gens qui sont multi-cloud provider, un load balancing dessus et les gens se sont dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a tout d'un coup plus 20, plus 30% de charge? Voilà. Donc, on attend le post-mortem un peu plus détaillé. C'est toujours intéressant de voir ben, ce qui a planté, pourquoi. Et puis, ça reste humain qu'on couvre pas. C'est toute une question de risque et de fréquence d'erreur. Donc, ce chemin-là, il se trouve qu'il n'était pas couvert. Peut-être que les quotas, on a envie de pas attendre plusieurs jours avant qu'ils soient corrigés, par exemple. Voilà. On peut imaginer des choses autour de ça. Alors, on a eu une grande partie, ce qu'on appelle librairie, et là, on va avoir une grande partie data et intelligence artificielle, Ah bon? évidemment, puisque nous sommes en 2025. Et Antonio, Claude 4 est sorti. Oui, Claude 4 est sorti. Et ah bon, après, il y a plein de chiffres.
Il y a les fameux benchmarks, etc. Mais disclaimer, je bosse pour Microsoft et donc nous, on a tout de suite eu l'intégration Claude 4 à l'intérieur de GitHub Copilot avant qu'il soit même sorti. Et donc en interne, on a fait pas mal de tests pour la génération de code, hein, vous imaginez bien, que ça soit .NET, Java, Python. Et en fait, c'était assez bluffant. Et Claude 4, alors ils viennent avec des tas de chiffres, 72,5% atteints sur le SWE Bench, etc. Mais on voit, nous, en tant que développeurs, pourtant on a accès à GPT 4.1. Vous voyez, Microsoft, ils sont OpenIA, donc on a accès à GPT 4.1 et on a vu Claude 4 sur nos benches de gestion de code surpasser GPT 4.1. C'est Claude Sonnet, hein, parce qu'ils en ont deux. Ils ont Opus qui est générique, et puis Sonnet qui est vraiment focalisé sur le code, c'est ça? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, Ah, pardon. Donc Opus pour le et, code. et pour le code, ouais. Et t'es déjà allé au puce? Ouais, J'y étais le week-end dernier. j'ai sonné la Et j'ai sonné. Bon voilà, et donc Regarde, ça laisse Katia de marbre tellement. Mais T'es après, J'allais un non, mais ça regarder m'a. les Claude Opus, machin, parce que là, c'est vrai que, en général, hein, moi où je trouve beaucoup d'intérêt aujourd'hui quand j'utilise le code, à part le fait qu'il va te refactorer des trucs, une machin, ou de proposer des choses, c'est aussi vraiment quand tu es en remote ou que tu es tout seul, c'est comme ton père coéquipier, Ton programmeur. quoi. père. ton canard. Ouais, et Tu te sens des moins tout trucs dans seul. lesquels parfois tu es complètement en mode mais attends mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Et tu le ponds le truc là et tiens laisse ta trace et il te sort le truc. Ah bah en fait c'est vraiment Prends très ça. clair ce qui se passe là. Donc franchement ça c'est vraiment top et j'ai pas bien essayé moi Claude Claude là la version là mais je vais essayer un peu pour voir. C'est vrai qu'entre la possibilité de travailler en remote et puis avoir une IA à côté de toi, c'est quand même sympa. Là, mais il y a plusieurs fois, là, il m'a sorti, il y a des trucs dans lesquels j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et simplement, il m'a pas donné complètement la solution, mais il m'a donné la piste qui m'a fait genre, ah ouais, quand même, effectivement, je vais aller par là, et là, j'ai compris, et des trucs assez compliqués, des trucs sur des stack trace, des machins, des trucs, et ça te donne la piste qui te fait ring the bell, comme on dit. Et c'est là que j'ai débloqué des trucs où avant je pouvais peut-être rester bloqué ou ensuite avoir besoin d'un collègue qui n'est pas dispo à ce moment-là ou des trucs comme ça. Donc c'est cool. Ouais. Ou Stack Oui. Overflow, et c'est vrai que je sais Ouais. pas vous, mais j'y vais vachement moins qu'avant quand même. Bah, Stack Overflow, moi Ouais, je me c'est dis, sûr. j'oublie complètement ces trucs qui existent même là. Mais même hein, quand on a un peu gratuit, enfin pas gratuit, mais genre dans un package et que tu as tendance à le prendre en mode je fais mes recherches Google dedans, et là tu dis ouais, mais c'est vraiment c'est de la feignantise et C'est un ça peu consomme je sais overkill. pas combien plus de ressources, tu vois, que Bah ouais. t'aurais. Mais tu gagnes un petit pouillem, et donc c'est vrai que c'est un peu facile, quoi. En tout cas, juste pour revenir à Claude, enfin c'est un peu facile, c'est une pente glissante, ça veut dire. Pour revenir à Claude, ils ont amélioré un certain nombre de choses, notamment l'alternance entre le mode de pensée profond, là, avec des alternances, et l'utilisation d'outils. Ils peuvent faire tourner les outils en parallèle, ce qu'ils ne pouvaient pas visiblement avant. Et pareil, il extrait et garde les données sur le plus long terme. Donc, je ne sais pas si c'est une analyse de sa fenêtre de contexte ou comment c'est stocké, mais bon, ils ont travaillé autour de ça. Voilà, et puis Alors, ils ont je sais d'autres que choses. Ouais. si vous avez Claude, enfin, si vous avez acheté une licence Claude, vous avez une notion de projet, c'est-à-dire que vous Mm. créez un projet, vous mettez des tas de trucs dedans et vous chattez après. Et ce projet, donc ce contexte-là, quand vous utilisez Claude 4, il est plus grand.
Je viens d'en D'accord. faire l'expérience puisque j'ai pris la totalité de mon livre, les 350 pages, et j'ai mis dedans, et ça a fonctionné étonnamment. Donc avec Claude 4, D'accord. le contexte est plus gros. Et au fait, tu disais ring a bell, Katia, et je réfléchissais, mais en français, tu dis quoi? Et en fait, en français, le truc le plus proche en traduction, c'est sonner les cloches, mais ça n'a aucun rapport, en fait. Non, savoir les Faire déclics. sonner les cloches, c'est se faire engueuler, en fait. Savoir un déclic. Avoir le déclic, ouais, c'est pareil. Ouais, Ouais. avoir le déclic. D'ailleurs, c'est le nom de mon spectacle d'impro. Je rigole, je crois que c'est Oh, Venez c'est demain à bien vu. Et alors, la c'est quand, c'est où? publicité. Comment t'as vu comment j'arrive Ouais. à ramener. Mais du Voilà. coup, donne les dates, c'est quand, c'est Ah, où? ça va, Vas-y, non, vas-y. non, mais là, après. D'accord. Allez, on va... Ben, Guillaume, qui est très prolifique ces derniers mois, hein, même. Bah, Et il ben, arrête tu veux pas. parler de... Voilà, c'était une pièce d'opinion, opinion piece, Voilà. sur l'IA et les chatbots. Et est-ce que l'IA est un chatbot ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça, quoi? Parce qu'en fait, je trouve que aujourd'hui, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, effectivement, on a l'impression qu'il faut rendre l'application intelligente. Ah, on va faire ça au travers d'un chatbot. Mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs manières d'intégrer les LLM de manière peut-être plus intuitive que Mm. forcément de devoir taper, de discuter avec une IA. Donc moi, et il y a aussi l'autre aspect qui est, bah, il y a plein d'entreprises où on dit aux développeurs ou aux product managers, etc. Ah, rajoutez-moi de l'IA, il faut absolument qu'on ait de l'IA partout. Et du coup, il y a donc il y a deux approches. Il y a l'approche, hop, on rajoute un chatbot quelque part dans l'application et on plug plein d'autres choses, d'actions qu'on peut faire dans l'application. Ou il y a aussi, bah, hop, je vais rajouter un bouton et automatiquement, ça va améliorer ce que l'utilisateur a fait. Donc c'est le bouton avec les petites étincelles. Et en fait, je me dis personnellement, et c'est un message que j'essaie de faire passer aussi dans les présentations que je fais. Et pour autant, j'ai aussi ce travers-là quand je fais des démos, c'est-à-dire que je montre, bah regardez, je peux chatter et voilà comment je fais. Mais en fait, je trouve qu'il faudrait qu'on montre plus de use cases où l'intégration de l'intelligence artificielle et des LLM est plus transparente. Donc juste pour prendre quelques exemples, par exemple, prendre des exemples par exemple, c'est un peu un pléonasme, mais bref, quand on est dans Gmail ou Chat, Google Chat, on peut voir par exemple des résumés automatiques qui sont faits de la conversation. Donc on peut rapidement d'un coup d'œil voir, ah oui, attends, c'est à propos de quoi? Oh non, ça je m'en fous, je suis pas obligé de passer une heure à regarder tous les messages et comprendre ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Ou justement, si ça intéresse, ah bah tiens, le résumé il me parle de ça, moi ça m'intéresse, je vais regarder un petit peu plus. Donc c'est assez transparent par exemple. Moi j'utilise Obsidian pour noter les choses qui m'intéressent, etc. Et il y a un petit outil, un petit plugin pour les navigateurs où quand on clique dessus, on peut rajouter automatiquement un article qui nous intéresse dans nos notes à nous. Et il y a une petite intégration qui est, je trouve, super bien faite, qui est le fait qu'on peut demander à un LLM, si on l'a configuré en tout cas dans cet outil, de faire le résumé. Alors c'est encore un exemple de résumé, mais de faire le résumé de l'article. Et du coup, au lieu d'avoir soi-même à faire la synthèse ou même d'avoir à lire l'article en complet, je clique dessus, ah j'ai le résumé de l'article, ouais non c'est pas grave, je le sauve pas, ou si au contraire c'est intéressant et je le sauvegarde. Et ça tag également, ça crée des hashtags, donc je peux Ouais. naviguer dans les différents sujets. Même, tu vois, par exemple, dans les IDE, quand ça nous propose en gris clair des complétions de code, je trouve aussi que c'est naturel et bien intégré. On n'a pas besoin forcément d'aller dans la partie de chat ou de cliquer complète-moi ce code ou des choses comme ça. Donc je trouve que plus, en fait, les applications dans lesquelles les LLM sont le mieux intégrés, c'est là où en fait on voit pas le LLM, où il Ouais. devient de plus en plus transparent et on améliore, on empower, je sais pas comment dire, on donne plus de pouvoir à l'utilisateur et plus de contexte parce qu'on a bien intégré le LLM dans l'application. En Donc fait, voilà tu parles un peu de user experience finalement, des c'est vraiment de la user experience. Ouais, tu as raison. UX, mais pour le AI, c'est Ouais. qu'avant on avait. Oui, j'imagine que les experts en UX, Ouais, c'est ça, de comment intégrer ces nouveaux outils tout à pour que fait. ça soit. Du coup, je trouve que c'est important, tu vois, de travailler encore plus avec les experts UX
et ce que je disais aussi un peu dans ma conclusion de l'article, c'est que, en particulier nous, développeurs, tu sais, on est dans le flow, on est en train de créer le super programme de l'an 2030, là. Mais en fait, par exemple, la complétion automatique ne me casse pas dans mon flow. Je suis pas obligé d'aller forcément dans le chat avec mon plugin IA là pour dire fais ci, fais ça. Donc moi j'aime bien le côté un petit peu plus transparent qui me permet de rester concentré sur ce que je fais et c'est pas disruptif dans mon flow normal de travail, quoi. Il y a un truc que j'utilise Tiens, beaucoup parce que juste en contrepartie, tu vois, Frédéric, il dit si le chat devenait le débugger de demain dans nos applications, le F12 du navigateur en quelque sorte. Et je suis un peu comme toi, Guillaume. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure approche, Mm. ou plutôt aider à mettre les bons points de debugging. Oui, mais à un moment, la notion de flow. Alors, il y a probablement un moyen graphique de représenter mieux le flow de code ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a quand même un avantage assez certain à voir son état et la navigation dedans. Ouais, tout Excuse-moi, à fait. Antonio, du coup. non, je disais que en parlant du X, je travaille chez Microsoft, donc on fait les meetings sur Teams, et je sais pas si les autres Ah ont ouais, ça, mais ouais. quand on fait un meeting, on rajoute Pierre, Paul, Jacques. Enfin voilà, on, euh, on veut faire un meeting à plusieurs, et maintenant on peut rajouter un facilitator, on appelle ça, et c'est une IA qui va, comme tu dis, bosser derrière. Donc elle va comprendre que tu parles en français, anglais, qu'il y a Pierre, Paul, Jacques, que Pierre a dit ça, que Paul a répondu. Il agrège, il résume, il prend les points d'action. Il envoie tout aux ressources Pierre, humaines. Ah, Paul doit faire ça. c'est la personne qui avant disait genre, c'est qui prend les C'est le notes? scribe. Voilà. Voilà, c'est Ouais. ça. Ah Et ouais, c'est le moi. côté sympa, c'est qu'il fait ça, voilà, hein, tu rajoutes le facilitateur, il fait tout, tu appuies sur fin, voilà. Mais tu peux aussi chatter avec lui. Donc là, tu arrives sur, il travaille tout seul, et puis parfois il se gourre, et il dit tiens, il faut que j'attribue cette tâche à Pierre, et tu peux lui dire, facilitateur, c'est pas Pierre, c'est Jacques. Donc, et ça, je vous avouerai que c'est plutôt pas mal pour les prises de notes de réunion et tout. On n'en fait pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est quand même pas mal. T'es muté, Guillaume. Bah, c'est bon là. Ouais, on a ça aussi hein, sur Google Workspace et tout. Et honnêtement, les notes que ça prend sont vraiment pas mal. Ouais. J'aime bien les action items, tout ça, comme tu disais, c'est assez simple. Je sais pas si on peut faire discuter avec le facilitator. Faudrait que je regarde. Peut-être qu'on peut le faire. Je sais pas. Mais c'est cool. Ouais. Allez, puis dernier point c'est de la data, mais bon, lié un peu à l'IA, c'est dans un modèle, par exemple, de RAG, où on utilise un index intermédiaire, par exemple une base de données vectorielle, ben, un des problèmes, c'est qu'il faut garder cet index à jour par rapport à vos données. Donc là, il y a un article, pardon, de l'équipe d'Ebisium sur justement utiliser le Change Data Capture pour après avoir un sync qui va aller pousser la mise à jour dans votre base de données vectorielle pour avoir toujours la dernière version de l'index disponible et du coup des données très à jour plutôt qu'avec un délai. Voilà, allez, on va passer à l'outillage, outillage. Oh, c'est un Boum. peu de l'IA quand même. Oui. Il faut que si on fait qu'une seule truc où tout l'IA est dans une seule section, c'est chiant. Donc Recule. je saupoudre des fois un petit peu abusivement, je reconnais, mais Un peu je partout. saupoudre. Ouais. Non, je sais pas vous, mais alors moi, j'utilise IntelliJ ID quand même. Donc, mais parfois, je suis obligé de faire du VS Code qui est très très bien. Mais enfin bon, moi, je suis plus habitué à IntelliJ ID. Et là, depuis peu de temps, on a vu enfin le plugin GitHub Copilot sur IntelliJ ID qui est enfin mis à jour avec tous les LLM. Et je sais pas vous, mais vous avez une list box et vous pouvez chatter avec qui vous voulez. Alors c'est même très très drôle. On peut demander à Gemini, génère-moi du code, et puis tout de suite on change, et puis on dit à Claude, qu'est-ce que tu penses de ce code-là? Et il vient va améliorer le code de Gemini, et puis on peut utiliser un autre LLM et puis dire maintenant, génère-moi une classe de test. Euh, bon, c'est rigolo, mais en fait moi je sais pas quel modèle est le mieux en fait. Donc là vous avez un article qui vous dit bah vous avez toute cette liste de modèles dans votre GitHub Copilot. Voilà les petits avantages de tel ou tel modèle. Donc il vous dit typiquement les mini, les O4 mini, les O3 mini, ils vont vite. Donc si vous voulez taper du quick and dirty, utilisez celui-là, ils sont moins chers et ils génèrent du code vite.
Claude Sonnet 3.5, bah, il est tellement vieux qu'il coûte pas cher. Enfin, il a quelques mois, mais déjà il fait partie des vieux, donc il coûte pas de cher. Alors au niveau du code, ce sera pas le plus pertinent, mais pour la doc, typiquement, vous pouvez utiliser ça. Je vais vous parler tout à l'heure de GPT 4.1, qui est plutôt pas mal en code comparé à GPT 4o. Et là, il s'arrête à Claude Sonnet 3.7 qui est vraiment bon. Et là, Claude 4 est vraiment super bon. Alors, GPT 4.5, ils l'ont enlevé de GitHub Copilot. Je pense qu'ils vont le remettre. Mais GPT 4.5, il utilise c'est du thinking, le mode thinking, mais c'était en preview. Donc voilà, GPT 4.5, il coûte très très cher, il réfléchit beaucoup et il vous pond du super code, mais ils l'ont enlevé de la liste, donc je sais pas où ça en est. Et puis voilà, Gemini Flash, etc., etc. Et j'ai découvert un truc, et pas de bol, c'est pas encore dans GitHub Copilot, c'est les modèles routers. J'ai découvert ça la semaine dernière, et en fait, vous posez une question toujours à un même modèle, et le boulot du modèle, c'est router sur le modèle le plus approprié. Donc, si vous posez C'est une un question, pattern, c'est un pattern qu'on peut utiliser même dans le RAG ou dans les choses comme ça. Et donc là, si il y vous, a carrément des API, une espèce de gateway intelligente qui nous ouais. permet de faire ça. Donc, plutôt que de prendre un GPT 4.5 ou un Claude 4 pour dire combien font 2 plus 2, Ouais. toutes vos questions passent par un modèle router et il va dire 2 plus 2, ça c'est facile, j'utilise O1 mini. Ou explique-moi la mécanique quantique, il va Ça, dire c'est facile, ça c'est j'utilise ma compliqué. fille. Je vais utiliser ma fille. Donc voilà, mais on l'a pas encore sur GitHub Copilot, mais peut-être un jour on n'aura plus à se poser ces mille et une questions parce que voilà, je sais pas vous, mais moi je galère toujours un petit peu à prendre quel modèle est le meilleur. Et peut-être qu'un jour on aura plus à se poser cette question, on posera une question, il Ouais. nous générera du code avec le meilleur modèle. Ah, moi, je suis pas aussi riche que Antonio là, donc j'ai pas 50 trucs achetés avec 50 trucs. Donc, je suis parti sur Claude parce que effectivement, au niveau code, il est plutôt performant. Voilà. Après, c'est un peu un moment où la plupart des gens vont pas pouvoir se payer 3 ou 4 achats communs de trucs. Donc, on faudra trouver un petit peu son sweet spot, quoi. Alors nous, on nous donne, voilà, on nous donne accès à tout, mais par contre de manière limitée aussi. Et c'est vrai que quand on joue beaucoup avec Claude 4, on dit ça y est, t'as plus de token. Et là, tu bascules sur GPT 4.1 ou des choses comme ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité de jouer avec tous ces modèles-là et c'est plutôt sympa. Ouais. Après, moi, j'ai Alors, posé une question ouais. parce qu'on parle beaucoup de code. Mais est-ce que vous utilisez ces modèles-là pour les langues, en fait? Pour refactorer ce que vous écrivez en anglais, en français, pour être plus concis, est-ce que vous Ouais. faites ça? Parce que moi, je trouve que sur ça, c'est incomparable à ce qu'on pouvait avoir avant, en fait. Le temps que tu pouvais mettre à écrire un truc et que soit ça bien écrit par rapport à Ouais. ce Moi, que tu peux faire aujourd'hui. ce que je fais, moi, j'aime pas ce qui sort en fait. En tout cas, hein, c'est pas ma voix, d'accord? Mais par contre, pour me dire, ok, je veux parler de ce sujet-là, je vais parler de ça, 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 du coup, qui me sorte une première G structure, j'utilise pour ça, puis après, je vais reprendre et remettre à ma sauce. Aujourd'hui, c'est l'approche que j'utilise. J'utilise aussi ça. Alors parfois pour tiens, fais-moi un thread pour Twitter sur tel sujet, sur l'article que je viens de publier, ça me donne des idées. C'est Hmm. souvent une base, comme Emmanuel, je dirais, c'est-à-dire que alors j'essaie par contre de faire pas mal de prompting pour lui dire évite les adjectifs dithyrambiques, genre c'est le truc super incroyable à Ne la sois mode. pas Non, un non, Américain, ne sois pas un ah ouais, Américain. et ça, mais je déteste ça. Donc j'explique tone down, etc. Explique de manière concise, etc. Pour essayer de le guider plus vers mon style à moi. Où ils Ouais. utilisent beaucoup, par exemple, la voix passive. Je lui dis non, utilise pas la voix passive. Utilise, enfin, à Et la du coup, première personne. C'est moi qui écris l'article. t'as les templates de prompt des librairies de prompt que tu peux appliquer dans des contextes Ouais, ça donnés. existe, ouais. Ouais. Hmm. Moi, à chaque fois, je le réécris un peu à Tu le ma sauce. réécris à Mais chaque du fois. coup, ouais, je le fais aussi, même pour certaines parties, des fois, de mes articles.
Par exemple, enfin là, je sais pas, genre le dernier, j'ai pas du tout utilisé. Pour un autre, des fois, je vais l'utiliser. Ou des fois, j'explique. Donc souvent, moi, mes articles en général, c'est ah, j'ai envie d'apprendre telle chose, de voir comment un truc fonctionne. Donc je vais coder quoi. Je code, je fais tel truc, et après, je Ouais. fais l'article. Et dans l'article, par exemple, la partie d'explication de code, les LLM, ils sont super bons pour expliquer le code. Et des fois, cette partie-là, ça m'arrive de. Alors, c'est rare que je mette tel quel, hein, parce que je retouche toujours, mais je suis un peu. C'est un peu mon côté, je sais pas, Perfectionniste. OCD ou perfectionniste, etc. Mais cette partie explication de code, par exemple, je trouve que ça marche super bien et c'est assez proche de la manière dont je l'écrirais si je devais pas le faire moi-même. Mais bon, voilà, je préfère toujours que ce soit fait à la main, mais j'utilise Ouais. quand même de plus en plus pour écrire des articles, des fois pour des threads sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ouais. Alors, spoiler alerte, moi je suis en train de terminer de mettre à jour mon livre sur Longchain4j qui va sortir dans quelques semaines, je pense, ou quelques jours. Et c'est l'IA qui a Euh, tout écrit. et alors, une De partie l'IA pour par l'IA expliquer le pour l'IA. code, typiquement, on va expliquer le code, mais j'avais quand même écrit vachement de livres avant à la mano. Et moi, ce que je fais dans mon système prompt, j'ai, comme tu dis, fait ci, fait ci, fait ci, fait ça. Mais par contre, ça marche plus ou moins bien. Et je lui dis, écrit avec mon style. Et là, je fais un copier-coller d'un gros bout Ouais. de chapitre, sachant que le contexte est de plus en plus grand. Un gros chapitre que j'ai écrit moi avec mon style à moi. Et donc, c'est beaucoup moins fluffy, comme tu disais, Guillaume. Tu vois, c'est pas parce que Ouais, les Fluffy, LLM, ouais. parfois, ils sont un peu fluffy. Et je trouve Mm. que c'est un bon compromis. Après, je retouche aussi, mais et par contre, un autre truc aussi, c'est que j'en suis à mon 8e livre. Et mes 7 livres avant, je les ai donc écrits à la main, revus par des êtres humains. Euh, j'ai payé un Britannique pour me relire l'anglais. Et comme mes livres, ils se ressemblent tous, j'ai l'intro qui est la même, les appendices, etc. Là, ce livre-là, j'ai filé à Claude 4 et j'ai dit tiens, vas-y, regarde les typos, regarde les machins. Et bah punaise, il m'a trouvé deux erreurs que je me trimballe depuis 20 ans. Donc en 20 ans, mes 7 livres ont dû être vus par 50 êtres humains. Et ben 20 Ouais. ans après, il y a un LLM qui dit au fait là, tu as une faute. Et je me dis waouh, c'est là, je me la trimballe depuis mon 2e livre. Donc super balèze. C'est quoi, Est-ce c'est laquelle la faute, on peut savoir ou pas? Ou il va falloir qu'on achète les 8 livres pour trouver? On va le mettre C'est dans ça, c'est Claude une technique 4 de vente? pour consommer la différence. Non, mais c'était un truc débile, tu sais, en anglais, le pluriel ou le possessif, tu mets S apostrophe ou apostrophe S, tu sais. Et j'ai Ouais. relu 15 fois le truc en me disant waouh, il a raison. Et dans ton livre, j'avais trouvé quand même. Est-ce que tu as utilisé peut-être plus, on va dire, les LLM pour les intros, les conclusions, les séquences et les segways? Parce que personnellement, quand je l'ai reviewé, il y a certains passages intro ou conclusion ou tu sais les Oui. transitions où j'ai trouvé que je reconnaissais un petit peu le style des LLM quand même. Moi, lorsque j'écris un livre, la structure, le table of content, j'adore. C'est Ouais, comment t'expliques la technologie A avant la B, etc., etc. Après, je suis comme d'accord. toi, je mets du code, du code, du code, du code, du code, du code. Je mets des petits bouts de phrases, j'explique, Mhm. le LLM m'aide et tout. Mais alors après, tu as l'intro et la conclusion. Punaise. Alors ça, c'est Ouais, comment tu La peux page j'introduis rester un blanche. la chapitre, page blanche des comment je fois, ça fait conclus un un effet chapitre. page Mais blanche. c'est relou, c'est relou. Donc ce que je fais, c'est que je dis à mon MLM, voici le chapitre, Ouais, écris une intro dans tel ou tel ou tel style, mais je suis d'accord avec d'accord. toi, parfois ça dérape un peu. Ouais. Mm. Ok. Mais Alors, il a écrit tellement de livres avant que c'est l'LM qui l'écrit à l'estime d'Antonio. Et du coup, nous, on croit que c'est un style alambiqué de l'LM, alors que c'est, on est tous en c'est train d'écrire Antonio. d'articles à la style Antonio Roncalves. Tu es en Ouais, train bah de oui, dire il est que mes biaisé. intros, elles sont reloues depuis 20 ans, Le, quoi. mon- le modèle, les modèles fondamentaux, ils sont biaisés par ce qu'a écrit Antonio. Oh, Oui, Antonio. Il a écrit trop de bouquins. C'est dans tous les datasets. Mais d'ailleurs, en parlant de datasets, je sais plus si je vous l'avais dit, il y avait un site là où on pouvait voir si tel ou tel livre faisait partie de, alors je sais plus si c'est The Pile ou je sais plus quel dataset qui est utilisé par tous ceux qui entraînent des modèles. Et par exemple, mon livre Groovy in Action, que j'ai écrit il y a des années, il est dans les datasets utilisés par les LLM aujourd'hui. D'accord. Mm. Et donc, vous voyez, on vous parle beaucoup d'IA, donc
on dépense, on investit pour, pour vous apprendre. Du coup, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/lescascodeurs. À chaque fois, j'essaie de trouver un truc nouveau. Non, n'hésitez pas à nous à sponsoriser le podcast si vous le pouvez. Patreon.com/lescascodeurs. Ça nous aide avec Comme ça, Emmanuel l'infrastructure pourra se et des payer choses une comme ça. licence Gemini, Et Claude, le, GPT. voilà. Et Ouais, me c'est raser plus, les c'est plus pour le rasoirs. matériel et les micros et ces Voilà. choses-là, l'hébergement du site Voilà. et tout, Les quoi. paiements des places pour les spectacles de Katia. Ouais. Voilà. Ouais. Puis je vais pas vous faire un truc du genre, je me rase pas tant qu'on n'a pas atteint 10 000 $, parce que j'aurais trop peur du résultat, mais Cap, cap ou pas cap? non, pas cap. Bon, en tout cas, je vais avoir des sérieuses conversations à la maison. Puis ça gratte hein, quand même. Je suis pas assez hipster. Bah, après, ça gratte surtout au début, ça gratte moins après quand c'est suffisamment long. Et ça reste dur quand Donc même. Ah ouais, mais moi ça essaye, fait pas, Messieurs, ça messieurs, descend messieurs, pas on comme arrête de ça. parler de barbe là, on arrête de parler de barbe. Allez. Alors, en parlant de, bah si, parce que regarde, c'était une transition en vrai. Tu as Ouais, pas parce bien vu. qu'Antonio, tu nous barbes. Non, non, c'est pas ça. Mais les pythonistes, ils sont très grosses barbes hipster. Et en Python, tout est un peu lent, etc. Et du coup, il y a un package manager qui s'appelle UV qui est dans cette mouvance de, on écrit en Rust les outils pour Python. Et donc UV qui est vraiment appréciable en termes de performance et de facilité d'utilisation. Donc, si vous avez à faire du code Python parce que vous faites un peu de data science sur le côté pour des raisons X ou Y, peut-être qu'UV est intéressant pour vous. Attention, donc à la base c'était complètement ouvert, une boîte s'est construite, du coup maintenant c'est un peu semi-ouvert, donc regardez bien les licences et si vous êtes OK avec ce choix-là. Après, du coup, ils ont 20 Gus ou Gal qui travaillent dessus. Donc voilà, cet argent-là, il permet de développer l'outil. Mais après, bon, il y a d'autres outils autour de Python, mais j'ai vu celui-là un peu émerger, moi, autour des derniers mois. Voilà. Parce que typiquement, quand on utilise les serveurs MCP qu'on configure dans les outils comme Claude, VS Ah, la Code plaie, et quoi. compagnie, on voit souvent, alors avant il y avait pas mal de pip install, machin, tout ça, et là on voit plus souvent le démarrage avec UV, parce Ouais. que justement c'est beaucoup plus rapide pour démarrer un Oui, et serveur, puis il quoi. fait Et pour l'isolation résoudre les d'environnement. dépendances, voilà, il fait pas mal de choses, mieux en tout cas que Python, Env et compagnie de Ouais. pip et tout ça. Après, moi, si je peux mettre ça dans un container pour éviter de me faire polluer la machine. Alors, et puis sinon, IntelliJ IDEA 2025.1 permet de rajouter un mode MCP client à l'assistant IA. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que bon bah il y a l'assistant IA dans IntelliJ et en gros vous pouvez avoir des serveurs MCP qui vont être capables d'interagir avec votre environnement, par exemple votre base de doc, votre base de données tout court, et du coup ça va exposer ces outils à l'assistant, enfin du coup à l'IDE qui fait l'intermédiaire entre le LLM de JetBrains et les outils MCP que vous exposeriez. Du coup, vous pouvez les interroger et faire des interactions avec eux. Donc voilà, encore un usage de MCP Server. Allez, on va passer à aux méthodologies. Ah ouais, j'ai lu cet article. En fait, c'est les devs de Cloudflare qui ont développé une Cloudflare. Ouais. développé une bibliothèque Ils ont OAuth du 2. flair. Donc c'est bon, voilà, c'est un peu du code. Voilà, c'est quand même implémenté OAuth, quoi. Uniquement avec des prompts. Et alors à la fin, ils ont mis un peu la main à la pâte. Mais ce qui est super intéressant, c'est que à chaque fois qu'ils écrivaient un prompt qui marchait, ils le mettaient dans le commit. Et c'était plutôt pas mal parce qu'en fait, vous avez votre historique. Vous avez votre historique de commit et plutôt que d'avoir une phrase, un lien vers une issue, un machin, bah vous avez de l'anglais en fait. Et il disait pour comprendre, en fait, c'est des spécifications. Vous êtes plutôt que d'avoir 47 pages de documents Word qui spécifient ce que votre outil ou librairie doit faire. Bah en fait, les spécifications, c'est votre prompt, fait ci, fait ci, fait ça, et vous les committez. Et le prompt initial, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le prompt initial, comment on démarre. Bah en fait, des spécifications, c'est-à-dire que vous dites tiens, bah, ma librairie, j'aimerais bien l'utiliser comme ça. Donc vous imaginez une API
À la rigueur, vous pouvez tester votre API A, point B, point C, ou enfin bon bref. Et donc le prompt initial, c'était développe-moi une librairie OAuth2 qui ait cette API en Java, en Python, en machin, et qui ait telle contrainte, et telle structure, et tel machin, et tel bidule. Et c'est ça que vous mettez dans votre commit. Et donc, vous avez un historique Git avec tous les commits qui expliquent en fait ce que fait votre code. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Bon, il dit quand même qu'à la fin, l'être humain met aussi la main à la pâte, mais vous pouvez utiliser ces prompts pour générer du code et ces mêmes prompts, vous les mettez dans votre commit. Est-ce qu'il parle de la sécurité du code, puisque c'est des librairies où t'as pas envie d'avoir de trous béants typiques. Du coup, comment est-ce que Non, c'est il vrai qu'ils donne en des parlent retours pas là. d'expérience là-dessus? Ok, Non, là, ils parlent plutôt sur euh, le commit, le prompt, la spec, l'explication de code. Après, nous, d'accord, je sais que chez Microsoft, là, on a des agents qui, pendant que vous tapez votre code, ils vont checker les CVE d'accord. pour dire attention là, le code que tu es en train d'écrire, ou même ils vont essayer d'interroger les CVE avant de vous générer du code qui est une faille. D'ailleurs, il y a eu la première, enfin, il y a une CVE non découverte avant, qui a été découverte sur la partie SMB du noyau Linux via, je crois que c'était O3 le modèle. Et donc la personne, en fait, elle dit quand même, bon, il y a ces handlers là. Je vais lui passer les handlers, je vais lui expliquer que je veux du use after free, et ce que ça fait, comment ça s'initialise, et puis je laisse le système s'exécuter. Et le machin lui a retrouvé le problème qu'il avait vu, mais alors sur, genre, tu vois, il a fait tourner 100 fois, il l'a trouvé 5 fois, tu vois, donc c'est pas non plus systématique. Mais par contre, il en a trouvé un que lui n'avait pas découvert, donc il a peu trouvé des bugs, mais il l'a quand même guidé. Il limite le volume de code. Je crois qu'il était à 10 000 lignes ou 15 000 lignes de code passé dans le contexte. Et quand tu le guides, tu peux travailler sur des classes de problèmes du coup. C'était une approche intéressante. Allez, on va En passer à la sécurité, voilà, le truc Sécu. préféré de tout le monde. d'Antonio. Voilà. Alors, eh bien, Cursor AI, hein, donc qui est un outil de code via de Gen AI, où justement, pour le coup, c'est justement le genre d'interface où t'es pas forcément hyper fan, Guillaume, c'est-à-dire que on décrit ce qu'on veut, ça génère du code, on lui dit non, on fait plutôt ça, ça génère ça, change le code, etc. Et donc, faites-moi penser à parler de, Vibe coding. De vibe coding. non, non, de parler de, justement, pourquoi certains apprécient l'IA et d'autres pas. Mais bon, je finis ça d'abord. Donc, un Ok. paquet NPM malicieux, enfin plusieurs paquets NPM malicieux d'ailleurs, qui en fait s'associaient au nom Cursor AI, du genre la façon la moins chère d'utiliser Cursor AI avec tel truc. Du coup, on le rajoute en package NPM, et ces paquets-là, du coup, après, ont des techniques un peu sophistiquées, donc ils vont aller mettre à jour le main.js de Cursor, donc ils vont faire un jump et ils vont bouger en gros leur partie négative, la payload négative dans Cursor AI lui-même, et même désactiver la mise à jour automatique pour pas être surchargé. Donc ça leur permet d'être plus persistants, même si à un moment vous enlevez la dépendance, ben ça y est, vous êtes affecté. Voilà, donc là encore, c'est pas beaucoup de téléchargements potentiellement, mais voilà, à un moment c'était 300, 1000, ben, il y a 1000 personnes qui sont potentiellement fait avoir et qui ont été infectées. Donc ça va je te pique du coup ta clé Gemini avec What million de tokens parce que tu travailles chez Google à des choses un peu plus larges en termes d'attaque. Et du coup, voilà, faites attention dans vos packages, surtout si ils ont des scripts post-installation et des choses comme ça. Donc, essayez de mettre en place des outils de scan un peu systématiques pour limiter ces choses-là, détecter des appels un peu
un peu hors du commun, un peu ce que fait un antivirus en termes d'heuristique et d'analyse un petit peu hors comportement classique. Oui, alors ce que je voulais dire sur l'autre truc, c'est que je lisais un article intéressant, je sais pas il a raison ou tort, mais il dit il y a des gens qui se disent ah c'est génial avec l'IA, j'ai été vachement plus vite et j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est des gens qui sont de coup qui ont un biais positif dessus. Et donc quand quelque chose n'arrive pas bien, ils disent ah, mais c'est parce que je l'ai mal prompté, j'aurais dû le prompter comme ça et ça se serait bien passé. Il y en a d'autres qui arrivent plutôt avec un biais négatif, qui disent regarde, je lui demande ça, il m'a fait n'importe quoi. Et donc en fait, c'est pas tant que, enfin évidemment l'outil s'améliore et est bluffant, mais il y a toute une partie où en gros en tout cas sur la partie positive, l'humain apprend vraiment à interagir avec l'outil. Et donc exactement comme Guillaume disait, c'est pas tant que l'interface elle est vraiment bien faite et c'est la meilleure UX expérience, c'est que les humains s'adaptent à cette expérience utilisateur et vont comprendre comment manipuler le système pour arriver à des choses qui vont bien et ils gardent un aspect positif dessus en disant ah ouais si je le promptais comme ça je pense que ça pourrait il serait plus efficace et hop et donc c'est comme ça que tu vois un peu une division entre des gens qui abandonnent en se disant c'est nul, ça marchera jamais, et d'autres qui sont là, genre je peux tout coder, j'ai rien fait, tu vas voir, il fait exactement tout ce qui va bien. En fait, non, avec des micro choix dans tes prompts, tu as vraiment finalement guidé le système à faire exactement les bonnes choses. Donc là encore, plus tu as d'expérience, et si tu embrasses le système, plus tu vas faire sortir quelque chose de positif de ces générations. Oui, je sais pas vous, mais on a tous des potes qui parlent IA à table. Et ce que je vois pour les non-geeks, hein, c'est Moi, j'ai ils pas de potes, chattent. donc Non, mais ils chattent, ils posent une question, ça pond un machin, et ils vont faire copier-coller et tout retoucher, tu vois. Ils vont pas se dire, tiens, je pourrais lui demander de faire ci et de raccourcir ça et de développer ci, de prendre tel ton, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore une éducation à faire sur comment utiliser l'IA pour qu'elle nous aide vraiment d'autant plus. Idem pour le code, mais là, c'est pour la vie de tous les jours. Bah, je sais pas vous, Guillaume, à mais un moi moment, j'ai tu me vu disais, énormément de pubs à ce propos en fait. Il y a des gens qui font des pubs de formation de prompt d'IA. C'est genre ah, quoi? Tu poses une question à ton IA, tu copie-colles et t'envoies ça? Mais attends, mais il y a des millions de gens qui sont en train de faire des trucs de fou et toi t'es là comme un couillon à faire ça. Voilà, paye-moi je sais pas combien et dans 10 steps les bootcamp IA machin prompt 24 heures pour devenir hyper Il y en a performant plus beaucoup qui plus. font ça. Ouais. donc Katia, ce qu'on voit là, c'est que tu traînes beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Pas du Parce que tout. c'est Mais, typiquement les pubs. mais je te promets, c'est même pas, c'est pour sur YouTube même. J'étais dans une Oui, vidéo oui, bah c'est ça. sur une YouTube d'une vidéo de Devox et c'est pub là qui m'a été collé. Ça se trouve oui sur mon profil, mais je vais Ah, je pas croyais que vous autant que ça. aviez enlevé la pub, Antonio, sur les trucs de Devox, non? Je sais pas Bah, si c'était Devox ou un truc similaire, quoi, mais Ah, d'accord, en ok. tout cas, il y avait, j'ai eu une pub par rapport, ouais, c'est un truc du genre du tech où c'était pas en train de regarder un truc de stand-up ou un truc comme ça, tu vois, c'était pas D'accord. ça. Mais du coup, il y a bien cette formation-là parce qu'en effet, ouais, bah, Hmm. il y a des gens qui en demandent, oui. Allez, on va passer à la loi société et organisation. Alors, c'est un peu vieux en vrai, mais il y a eu un espèce de petit drama avec Open Rewrite qui est un petit peu moins open que ce qu'il était avant. Donc Open Rewrite, c'est un outil vraiment bien où on définit des recettes et qui permet de faire du refactoring en fait, donc d'automatiser des règles de refactoring. Donc on Devox, il y avait France, il y avait du retour d'expérience, mais on en voit un peu partout où les gens ils ont pas mal de code base et ils utilisent ça pour systématiser la mise à jour et faciliter aux équipes la migration à la dernière version de Hibernate, de Quarkus, de Spring, de ce que vous voulez. Et donc moderne, bah, tout était ASL initialement, et puis là il y a eu il y a eu un virage à la fin de l'année qui a été pas annoncé, fait un peu en sous-main, où le cœur reste ASL, mais il y a une licence qui est plutôt Business Software License, c'est-à-dire elle est bloquante pour certains et ça tombe en pure open source au bout d'un certain nombre d'années. Ils ont carrément un troisième licence de type propriétaire et donc il y a du code dont la licence a été
enfin, le code nouveau et la licence a été passée. Ils étaient enthousiastes à aller chez Common House et puis après, ils se sont dit, bah, en fait, non, nous, on veut plus de liberté sur notre trademark, sur nos ceci, sur nos cela. Donc, je pense que le fait de se mettre face à Common House leur a permis de réfléchir à, vu la taille de la boîte aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'ils veulent être et puis comment ils font leur bout de chemin. Et du coup, il y a des gens qui étaient un peu énervés, notamment quelqu'un qui travaille sur la partie rewrite Java Security parce que bah il a fait tout un truc et puis son code, il a été, enfin la partie suivante du code sera sous une licence qu'il n'avait pas choisie au début, donc il est un petit peu énervé. Après, c'est du ASL, donc je pense qu'il pouvait questionner potentiellement le fait du droit de relicencier, mais bon, ça c'est le cas, hein. IBM fait ça depuis la nuit des temps, où la ASL, ça a été fait pour ça, où on peut prendre, on fait du propriétaire au-dessus, et on n'est même pas obligé de dire qu'on a le truc dedans. Oui, parce que ce qu'ils disent, c'est ce qui arrive à des tas d'outils, c'est-à-dire que les grosses boîtes, elles s'accaparent ça. Enfin, nous, chez Microsoft, ben, on utilise vachement OpenRewrite pour des tas. On contribue un petit peu, mais peut-être pas à la hauteur attendue. Ouais. Et bon, voilà. Après, on va pas le redistribuer, etc. Mais enfin, je vois bien le problème qu'ont toutes ces librairies depuis des décennies avec toutes ces licences-là. C'est-à-dire qu'elles Bah, eux, font un leur problème, super c'est boulot, qu'il y puis après, a, c'est squatté par d'autres. ouais. Il y a d'autres boîtes, je crois qu'ils parlaient de VMware et de je sais plus qui en gros ont pris Open Rewrite, ont pris les recettes, ont mis un nom différent et repackagé pour leur système et qui reversent quasi rien côté communautaire. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Et juste dernier petit point sur Open Rewrite, Mm. ce que j'aime bien sur le projet LangChain4j, c'est que Dmitro, le fondateur, là, quand il fait des breaking changes entre versions, il propose un fichier Open Rewrite, une Ah, cool. recipe, Ouais. pour modifier automatiquement ton code et l'adapter. Parce que là D'accord. récemment, il y avait un troll super énervé qui avait dit ouais vous avez pété les trucs alors que c'était même pas encore une version 1.0. Donc oui c'est vrai, mais je veux dire il aurait regardé un petit peu, il aurait vu qu'il pouvait appliquer super facilement. En plus il y a même la commande, comment utiliser Maven Ouais. et le plugin Open Rewrite machin. T'appliques le truc, ça te change ton code directement. Et le mec il Attends, et nous encore, il n'a insultait pas vu parce ce qu'on qui va fait arriver des dans la version 2, lui, hein. ouais. Par contre, Emmanuel, Mais en tout il cas, faudrait j'avais que tu en trouvé ça parles une bonne à Gavin pratique. King pour le Save Alert Date, qu'il Ouais. fasse une petite recipe Open Rewrite. C'est une bonne question. Est-ce que c'est simple de faire un save or update parce que là, ça change la sémantique assez profondément quand même, hein, Bah donc, ouais. et ça serait curieux de voir, ça serait intéressant de voir la flexibilité de l'outil à ce Alors, tu niveau-là. peux te créer, moi j'avais créé il y a quelque temps une recette Open Rewrite. C'est chaud, mais tu as quand même accès à tout l'arbre syntaxique et tu peux faire des trucs de malade. Mais c'est Ouais. chaud, les API elles sont un peu chaudes. Voilà. Après Modern, donc qui est la boîte derrière, a essayé d'améliorer les choses. Donc ils ont réouvert les repos et ils ont archivé à la dernière version qui était en ASL. Donc à un moment ils avaient tout effacé, je crois. Et puis ils ont mis des versions majeures pour le changement de licence. Et puis ils ont changé les noms des packages, voilà, pour que ce soit plus clair en tout cas. Donc ça n'a pas été à 100% dans ce que voulait la personne, mais c'était quand même mieux que rien. Bon, super rapide, mais c'est juste pour la blague. Mais donc, le designer star enfin, d'Apple, ex-designer star d'Apple, donc Johnny Ive, qui du coup a récupéré 6,5 milliards de dollars virtuels d'ailleurs, parce que c'est des stocks, pour se faire acheter sa boîte et rejoindre OpenIA pour faire des outils hardware Pour faire du autour de hardware. l'intelligence artificielle. Ça me rappelle un talk TED qui a un peu plus d'un an maintenant, où le gars il vient avec une petite broche. Et, euh, et c'est rigolo Ça fait parce un qu'il flop dit celle-là, mais là en fait vous êtes obligé d'installer 200 applications pour avoir accès à 200 services différents. Et il vient avec sa petite broche qui parle à toutes les API, qui voit tout ce qu'il voit, qui entend tout ce qu'il dit et tout. Bon voilà, c'est peut-être un truc comme ça. ouais, celui-là, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça, je pense qu'ils sont un peu tombés, ceux-là. Oui. Bon, bref. Allez, on va passer à la rubrique débutant, si je trouve le petit. Alors, un petit truc rubrique débutant, et pas si débutant que ça, parce que c'est vrai que je sais pas si c'est clair pour tout le monde dans leur tête, mais donc c'est un article de JetBrains sur c'est quoi le lien entre le debugger, le bytecode, votre ligne source, parce que quand tout va bien, vous mettez le debugger, vous voyez le code source et vous dites, bah voilà, le debugger, il connaît le source code.
pas du tout. Le debugger, il lit alors il lit pas l'assembleur, parce que c'est pas le debugger au niveau assembleur, mais il lit le bytecode, et donc il détecte le bytecode. Mais entre le bytecode et le code, il y a des transformations par le compilateur, et du coup, bah, des fois, on retrouve pas un peu les petits. Du coup, Java a un certain nombre de choses optionnelles, d'ailleurs, à la compilation, qui permettent de lier une opération de bytecode à une ligne et même un offset dans le fichier. Donc, c'est comme ça que vous voyez le source code qui va bien. Après, il faut que vous pointiez vers le source code qui va bien. Et puis, des fois, ben, vous pointez vers le source code de la version d'avant ou la version d'après. Du coup, vous tombez de genre, tiens, il y a une ligne de code vide et en fait, c'est là que mon code est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste que vous n'avez pas le bon fichier de code par rapport au bytecode et du coup, il y a eu un décalage. C'est possible aussi que les outils de bytecode announcement fassent des zooils là-dedans, mais je crois pas. Parce qu'en fait, du coup, une ligne de bytecode est associée à une ligne de source, donc normalement, on peut pouvoir s'y retrouver. Voilà, mais en tout cas, c'était un article intéressant qui sépare bien ces notions-là, la debugger, bytecode, fichier source, et comment ça marche en fait dans votre IDE quand vous voyez les naviguer dans le debugger. Donc, je vous encourage à aller le lire, ce petit article. Voilà. C'est l'été, mais il y a des conférences quand même. Je vais vous laisser les lire, mais de juin, juillet, août, moi j'étais à DevQuest, j'ai le t-shirt là, vous voyez pas, mais j'étais à DevQuest. D'ailleurs, ils m'ont offert je ne peux pas vous montrer là, ils m'ont offert un bouclier avec le logo Quarkus dessus, parce que c'est un thème médiéval, donc en fait j'ai un bouclier Quarkus maintenant. J'essaye de trouver notre chaîne YouTube Cascodeur pour chatter. Je viens de la perdre parce que pour celles et ceux qui sont à Paris ou pas très très loin, je fais de la pub chaque année parce que j'adore. Ça fait 20 ans que j'y vais avec mes gamins. C'est le salon des mathématiques. C'est 4 jours. Donc c'était hier, ça va jusqu'à dimanche. C'est Saint-Sulpice. Je voulais mettre l'URL là, mais je trouve pas la chaîne YouTube. C'est gratos. C'est génial. C'est vraiment de 7 à 77 ans. Moi, j'y vais avec mes gamins. Il y a des trucs un peu touffus, des maths, Mais dis donc, tes des petits, ils ont pas écoles. 7 ans, hein. Pardon? Tes petits, ils ont pas 7 ans, là. Bah si, 6 et Ça y est, 7. oh là, Et c'est puis pas 20, possible. la grande 20 qui fait une licence de maths. Et justement, la grande, elle a baigné là-dedans parce que vous avez toute une partie fun. Les maths, c'est fun. Donc il y a énormément de jeux. Bien sûr, il y a Go, les échecs et tout, mais il y a énormément de jeux. Il y a des puzzles, il y a des livres pour apprendre les maths de manière ludique aux gamins. Et j'y vais chaque année, je fais de la pub chaque année. Donc si vous entendez ce podcast et que vous n'êtes pas très très loin de Paris, et ben vous avez jusqu'à dimanche pour aller au salon des mathématiques. Bah, merci pour le tips, parce que moi je ne les connaissais pas, donc heureusement que j'étais là aujourd'hui. C'est Ouais. cool. Oui, parce que J'ai mis le lien dans le chat. Ah bah je viens de trouver le chat là, tiens, tu vois. le Ok, temps que ça super. soit mixé, c'est possible qu'il ait fermé le salon des maths. Mais c'est cool, ouais, c'est cool. Effectivement. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes en direct, merci beaucoup d'être là et de participer avec nous dans le chat. J'espère que ce direct vous plaît. Nous, ça nous énergise un petit peu, donc c'est cool. Merci de nous suivre si vous nous écoutez avec vos oreilles. Merci de nous suivre si vous nous écoutez avec les yeux sur YouTube, mais pas en direct. Et puis voilà, bah merci d'être là. Et Java a 30 ans, nous un peu moins. En tout cas, le podcast un peu moins. Mais Oui, parce que nous on a un Là-bas, peu c'est la plus voix de quand la même. Nous raison. aussi. Il est à l'âge de la voix de la raison, j'ai envie de dire. voilà, exactement. Bon, et c'était cool Voilà. d'être de retour. Bah ouais, c'est bien, I'm c'est back. bien. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao, au Ciao. revoir. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.